Et bien bonsoir à tous, bien bonsoir à tous ceux qui sont là, je vous remercie. Installez-vous confortablement, prenez place. Loremlo, vous avez un nouveau Alors, follower. définitivement, ce robot est toujours beaucoup trop fort. Je vais le couper, je pense. On n'entendra pas son son, parce que pour moi, il est trop fort. Tu confirmeras, Lucky Poire. Pour t'expliquer, Maël, j'ai un petit robot qui me prévient quand quelqu'un follow, et il crie. Il crie très Ah, très très bien. fort. Littéralement. Eh bien bonsoir à tous, on va pouvoir commencer par le petit édito. Même si ces derniers temps ont été difficiles, je dois dire que j'adore notre époque. Notre imagination a à son service des outils qu'il aurait été impensable d'imaginer il y a 50 ans. L'une des forces de ces outils est qu'ils nous offrent la possibilité de facilement accéder à une très grande quantité de références culturelles, et ces références sont la matière première de la créativité. Ces outils nous permettent également d'aisément nous coordonner dans des œuvres communes qui sont ensuite proposées à d'autres pour leur faire vivre des aventures inédites. Créativité, coordination, aventure, culture et surtout imagination sont autant de mots clés qui doivent parler à mon invité de ce soir, Maël Maga. Celui-ci est le fondateur du collectif d'artistes spécialisés dans la création d'aventures immersives nommé Les Sculpteurs de Rêves. Mais ce soir, ce n'est pas Maël qui tirera les ficelles, car dans mon Imagilab, c'est moi qui mène les expériences, en espérant que celle que je lui réserve lui plaira. Maël, pardon, je te prie de m'excuser, mon laboratoire est en cours de déménagement, et une fois n'est pas coutume, nous lancerons l'expérience depuis la cour devant le bâtiment. Et pas de chance pour toi, il pleut. Du coup, tu te retrouves sous la pluie, prêt à vivre une expérience. C'est pas très agréable, mais tant pis. Mais tu ne devrais pas être embêté longtemps, car tu vas être rapidement transporté dans ton imagination et perdre physiquement connaissance. Tu es donc installé sur une chaise en métal que je compte pas emmener, et un petit robot couleur cuivrée te tient un parapluie, il est assis juste à côté de toi. Le sujet ne risque pas de rouiller. Ok, merci monsieur Circus. Et moi je suis placé à ta gauche, je réalise les derniers branchements de fortune, j'espère juste que tu ne seras pas électrocuté. Mais j'ai confiance en la tenue de parapluie de monsieur Circus. Quoi qu'il en soit, tu es là, et je dois te poser la première question, qui est la plus importante. Maël, comment vas-tu? Eh bien, à part qu'il pleuvait jusqu'à il y a pas très longtemps, ma foi, tout va bien. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Il continue de pleuvoir, mais monsieur Circus a la bonté de tenir le parapluie. Oui, heureusement qu'il est là. Heureusement. Alors, je sais de toi que tu es à l'initiative des Sculpteurs de Rêve, tu en es le directeur. C'est un collectif d'artisans de l'imagination qui existe depuis, tu me diras si je me trompe, 2013. Il existe tel quel depuis 2013? C'est ça, exactement. Alors, il a pris de nombreuses formes. En tout cas, son origine remonte en effet à 2013, quand on était encore. En fait, on venait de découvrir le jeu de rôle avec une bande d'amis. Et grâce au jeu de rôle, on a ensuite découvert le jeu de rôle Grandeur Nature. Sauf qu'on avait 13 ans. Et la plupart des jeux de rôle Grandeur Nature sont interdits aux mineurs pour des raisons d'assurance. Et nous, D'accord. on avait quand même très envie d'organiser, enfin de participer à un GN. Et on s'est dit, vu qu'on ne peut pas participer à un GN, on va en organiser un. Et c'est de D'accord. là que tout est parti. Donc tu peux pas participer à un GN, mais tu peux en organiser un. Et apparemment, oui. Alors après, évidemment, il y a des GN quand même qui sont ouverts aux mineurs, mais c'était pas dans notre région. Mais la plupart du temps, soit c'est des GN exclusivement pour les mineurs, soit c'est des GN qui, on va dire, ne sont pas conçus pour être à la fois avec des mineurs et avec des majeurs. Et nous, en créant ce qu'on appelait une junior association à l'époque, donc une association gérée par des mineurs, on a pu organiser un événement de type GN. D'accord. Et du coup, inviter. Donc, on a fait un post Facebook, il y a 100 personnes qui se sont inscrites. Mhm. La logistique était, on va dire, un peu bancale. Le scénario était écrit sur un coin de table. Mais finalement, les gens ont beaucoup aimé. Bon, déjà, ils étaient surpris quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu les gamins entre 13 et 15 ans les accueillir. Pour nos joueurs qui étaient la plupart entre 20 et 45 ans, quoi. Mhm. Et ils ont dit, mais ils sont où vos parents? C'est où le GN? Et finalement, ils ont compris que c'était nous. Et surtout, ce qui leur ont plu, outre du coup, comme je disais, l'organisation, on n'avait jamais organisé d'événements pareils. Donc, à la fois, la logistique, le scénario et tout était bancal, mais comment dire, on incorporait toutes leurs demandes, toutes leurs actions au scénario et on en prenait en compte dans l'évolution de la trame, dans
la manière dont nous, ensuite, on allait prévoir les événements qui suivaient. Et ça, c'est quelque chose qui leur a beaucoup plu, cette liberté et cette capacité d'impact sur le scénario. D'accord. Et ce qui fait que les joueurs sont revenus et qui nous a donné envie de continuer année après année, en gardant cette patte qui a fait un peu notre signature après, donc cette incorporation des avis des joueurs, mais en s'améliorant sur toute la partie plus technique, pratique, scénaristique. Mhm. Bah, c'est très cool, c'est une super histoire. Surtout, bah, Ouais, bravo hein, à cet âge-là de te lancer là-dedans, c'est vraiment cool. Tu m'as dit que tu avais 13 ans? ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Exactement, quand on a lancé l'assaut. Ouais. À cet âge-là, moi, je commençais vite fait mes jeux de rôle table sur table. Alors, c'était beau. Ok, C'est le bon âge. c'est ça. En tout cas, il y a plein de gens dans le chat qui apprécient ton site, enfin le site du coup de l'assaut. Il fait un effet, mais c'est vrai qu'il est beau ce site, cela dit. Merci. Il est très chouette. Le web Donc, designer vous remercie. ça marche. On le salue s'il est là ou s'il nous écoute plus tard. Donc, il s'agit d'un collectif d'artistes spécialisés dans la création de ce que vous appelez, et ce que d'autres doivent appeler quand même, des aventures immersives. Mais ça, je vais te laisser en parler. C'est quoi les aventures immersives? Parce que tu as parlé de GN, donc ça, c'est les jeux de rôle grandeur nature, pour resituer pour tout le monde. Mais ça va plus loin que ça. C'est ça, exactement. En fait, les aventures immersives, ça regroupe beaucoup de domaines différents et ça peut prendre aussi beaucoup de définitions différentes. La manière dont nous on le définit, c'est tout un ensemble de pratiques qui recoupent beaucoup de domaines qui vont du GN à l'escape game, au théâtre immersif, dans lesquels le participant va être vraiment au cœur de l'histoire. Dans Hmm. le sens où ça va pas être un simple spectateur, mais c'est que l'expérience est construite autour de lui, autour de sa présence dans l'univers et dans l'histoire, et aussi des actions qu'il va pouvoir faire dans cette histoire. Et du point de vue du participant, il faut qu'il se sente immergé, comme le nom indique, d'expérience immersive, et ce, en mon sens, sur deux panneaux. D'un côté, sur ce que je vais appeler l'immersion objective, à savoir une immersion où dans un décor, par exemple, qui a par exemple plongé dans un autre monde avec du son, une immersion qui va être extérieure de toi-même, Hmm. mais qui va quand même te plonger dans un autre monde, ainsi qu'une immersion subjective qui est celle qu'on ressent quand on joue à un jeu de rôle sur table, par exemple, à savoir qu'on se raconte notre propre histoire à l'intérieur de notre tête pour la vivre à l'intérieur et on est immergé dans l'histoire qu'on se raconte. Et c'est un peu à la rencontre de ces deux immersions que nous, on travaille et dans laquelle on crée ces expériences immersives, que moi, je définis même comme aventure immersive pour mettre l'accent encore plus sur le côté narration, à savoir l'histoire qu'on raconte, encore plus que juste ce qu'on expérimente. Ok. Le concept est très très cool. Je kifferais Ouais, c'est chouette. tester ça un de ces quatre, clairement. On aura l'occasion d'en reparler, certainement. Vous faites ça qu'à Avec Paris? plaisir. Non, on fait ça. Alors, à l'origine, nous, on était dans le Grand Est, D'accord. dans l'Aube, la diagonale du vide en haut à droite. Mhm. Et, ensuite, donc là, c'est là où on faisait les GN. Et ensuite, on a fait des petits événements aussi dans ce coin-là. Et ensuite, avec les études notamment qui nous ont déplacés à Paris, on s'est spécialisé à Paris avec en plus des projets qui devenaient de plus en plus gros, comme celui sur le bureau de légende, mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir, Mhm. qui avait vocation à être dans la capitale. Mais là, aujourd'hui, on a des demandes qui viennent un petit peu de partout en France. Et donc, nous, on aime bien se déplacer. Tant que c'est pour créer des expériences immersives chouettes, Hmm. on n'hésite pas à se déplacer. On peut comprendre, carrément. Ok. Du coup, je vais donner quelques chiffres parce que moi j'aime bien et puis votre site en est rempli. Il y a quelques petits chiffres vraiment très intéressants. Vous avez accueilli un total de 15 000 joueurs dans 34 expériences différentes, du coup. C'est énorme. Bravo. Merci. Il y a 15 000 humains qui ont vécu des expériences folles. Je suis jaloux. Et du coup, Bravo à toute l'équipe. bah, bravo à tout le monde, bien sûr, ouais. Bravo à toute ton équipe, carrément. Et du coup, la question peut se poser, qu'est-ce que vous faites dans ces temps-là, les temps compliqués à cause de la Covid? Parce que c'est un peu plus chaud. Oui, carrément. Ouais. On a eu de la chance pour finalement, en 2020, ça a été une des années où on a eu le plus de travail. Hmm, Donc sur ce coup-là, on a vraiment eu de chance parce qu'on a eu le lancement du Bureau des légendes en début d'année. ouais, Et entre les deux confinements, également le lancement de Sleepy Hollow, notre ouais. autre expérience immersive grand public.
Et ce sont 2 expériences qui nous apporté pas mal de visibilité et qui nous ont donc permis d'avoir d'autres contrats, d'autres perspectives sur des expériences. Aujourd'hui, évidemment, avec l'incertitude dans laquelle on ne sait même pas si Sleepy Hollow va pouvoir reprendre. Et à ce sujet, je salue tous les comédiens de Sleepy Hollow qui suivent sur le chat. Euh, et, euh, et également sur même les expériences en live d'une manière générale. Donc on a quand même des projets, notamment des très gros projets là, qui arrivent en ce moment, qui sont très chouettes, qu'on J'allais te le réfléchit demander. pour du travail de fond sur une ouverture en fin 2021-2022. Avant ça, on n'a pas trop de visibilité, donc moi je me concentre aussi sur les expériences digitales et sur la structure un peu globale de Sculpteur de rêve, le fonctionnement en fait, en profiter de ce temps un peu Hmm. confiné pour revoir les bases. Bah carrément, ouais, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Pas C'est trop le ça, choix. exactement. Et du coup, bah, tu nous as parlé de projets et tout ça. Est-ce que tu as un projet à nous teaser, là? Quelque chose à nous mettre sous la dent, ceux qui écoutent et qui te connaissent déjà? Ou pas du tout, tout Alors, peut être secret, hein. c'est ça. Alors, il y en a un très très gros, mais ça, je préfère le garder secret pour l'instant parce que c'est pas encore signé. Mais c'est très très chouette. Là, je bosse dessus à fond depuis une semaine. Et c'est voilà, gros projet dans Paris avec une grosse licence très chouette. Mais voilà, je n'en parle pas plus. D'accord. Donc Sinon, je notez vais bien donner tout le monde, des indices. notez bien tout le monde, un gros projet dans Paris est à venir. Sur une grosse licence, mais vous ne saurez pas laquelle ce soir. Euh, Exactement. Sinon, en tout cas, en autre projet sur lequel on travaille en ce moment, on a à la fois les projets, donc il y a Sleepy Hollow continue de travailler. En parallèle avec Sleepy Hollow, on a également 2 autres projets. Un dans une ambiance sous-marin soviétique, donc pareil, une expérience immersive où vous allez être plongé dans un sous-marin de la guerre froide Trop cool. et vous allez avoir des missions à faire, ambiance guerre froide soviétique. Euh, une expérience aussi sur une commande du département de Seine-et-Marne pour Mhm. la commanderie templière de Coulommiers, qui est l'une des plus grandes commanderies templières de France. Et le département voulait une expérience immersive qui fasse un peu revivre l'histoire des Templiers et l'histoire de la région à travers un escape game immersif de 1 heure et demie. Donc ça, pareil, on travaille dessus actuellement pour le lancer pour la première en juillet, du 9 au 10 juillet à l'occasion d'un festival. D'accord, ok. Et et un troisième projet également, un trampoline park en banlieue parisienne à Alfortville. Ok. Superfly nous a contactés pour faire une expérience immersive à l'intérieur du trampoline park. Donc imaginez voilà, une histoire qui permettrait aux gens de vivre une aventure qui les mènerait jusqu'à la fin au trampoline park et voilà. Faire Qui plus est-ce que juste... ouais. qui vous a contacté, tu m'as dit? Ça s'appelle Superfly. C'est Superfly, d'accord. ouais, exactement, un centre de trampoline park à Alfortville. Ok. Ah, et du coup, ouais, l'expérience immersive ramène au trampoline park parce que ça doit être trop cool. T'imagines un truc dans les nuages, un peu Mais perché. tellement. Et en plus, leur lieu est vraiment très très beau et très inspirant. Qui est déjà très grand en fait. On arrive déjà dans un hall qui fait penser à un hall spatial d'embarquement pour une autre planète. Et ensuite, il y a tout un sas où on passe par un bar où on a vu sur le trampoline park qui est immense avec plein de types de trampolines différents. Et ensuite, on arrive sur ce trampoline park qui Ok. est entièrement paramétrable en termes de son, lumière, fumée. Donc là, c'est vraiment Ah ouais. c'est le bac à sable parfait quoi, pour nos petites aventures et nos petites créations. Tu vas pouvoir faire des trucs cool avec ton équipe, je n'en doute pas un seul instant. En attendant, là tu es assis sur une chaise devant ma boutique, devant mon laboratoire. C'est pas très agréable, mais ça va pas durer encore très longtemps puisque en fait j'enclenche une petite machine donc qui grésille beaucoup, hein. Elle est un peu mouillée donc elle est un peu bancale ce soir, mais elle fonctionne quand même si bien que peu à peu tu perds ta conscience physique, tu commences à t'endormir progressivement, à tomber sous un genre d'état d'hypnose, à fermer les yeux, ta vision se trouble, s'assombrit et tu finis par te réveiller. Tu es allongé dans un endroit, donc des souvenirs commencent à te revenir. Et c'est pas les tiens, mais des souvenirs commencent à te revenir. Et tu te réveilles dans un endroit qui ressemble à un petit étang, un étang où tu as l'habitude, a priori, de venir t'allonger. Entouré d'une belle petite forêt, un petit bosquet très très fourni. Et tu te réveilles dans cet endroit-là.
La seule chose inhabituelle que tu as remarqué pour toutes les fois où tu viens, c'est que en fait, dans un endroit dans la zone où il y a un peu de sable, un peu de terre, un peu d'herbe, il y a un espèce de cercle de feu, comme si quelque chose avait brûlé ici. Mais tu t'es dit, bon bah c'est certainement des jeunes qui ont fait un feu. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi s'en faire. Donc toi t'es allongé, t'es tranquille, et subitement apparaît devant toi dans un espèce de petit, dans une espèce d'ondulation, un truc, c'est un peu difficile à décrire, une déformation de la réalité. Il y a une personne âgée de peut-être 80, 90 ans qui apparaît devant toi avec une tenue d'hôpital. Elle a un espèce d'objet elle est un peu trop loin, elle est près de l'eau, dans la main. Et cette personne tombe au sol après être apparue. Juste après être apparue, elle tombe au sol, lourdement. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je pense que mon premier réflexe, c'est je m'empresse de récupérer, quoi. D'aller voir la personne? Tout à fait, exactement. Donc la personne, tu t'assois à côté d'elle, enfin tu te mets à côté d'elle pour peut-être tester son pouls éventuellement, voir si elle est vivante. Et malheureusement, non. La personne est décédée. Je vais faire un premier test maintenant pour voir si tu remarques quelque chose. C'est comme un test de perception dans beaucoup de jeux de rôle. Tu as une chance sur deux qu'il réussisse, donc si tu fais 10 ou moins, ce sera un échec. Tout autre test sera une réussite. C'est à 11, tu réussis tout juste. La seule information que tu peux avoir, c'est que son visage était vaguement familier. Mais c'est tout ce que tu sais, ouais. Peut-être que tu connais ce mec-là. Et lorsque tu prends son pouls, tu as accès à sa main et tu vois qu'il tient un petit papier. Et sur ce petit papier, il y a écrit « Avance ou recule, mais amuse-toi bien ». Il y a juste écrit ça. Et dans son autre main, il tient un espèce de petit boîtier gris anthracite. Sur ce boîtier, il y a une petite ampoule éteinte. Et il y a un bouton on-off. La personne a son doigt encore appuyé sur off. Du coup, la dernière chose qu'il a fait, c'était d'éteindre a priori l'appareil. Est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu veux ramasser cet appareil? Parce que j'hésite un petit peu quand même, mais il m'a offert un choix entre avancer et reculer, donc je pense que j'avance et j'appuie sur Run. Tu prends l'appareil et tu appuies sur le bouton? Yes. Ok. Donc là, tu es debout, tu as appuyé sur le bouton, et tu remarques que les oiseaux qui volaient dans le ciel se sont soudainement arrêtés de voler. Ils sont figés en l'air. Les feuilles qui bougeaient tout autour de toi, c'est ce qui te détend particulièrement dans cet étang, les feuilles ont cessé de bouger également. Le temps s'est complètement figé lorsque tu as allumé l'appareil. Et pendant ce temps-là, il y a une lumière du coup qui sort de l'appareil par la petite ampoule qui a l'air de témoigner du fait que l'appareil est actif. Et je vais te donner un petit indice assez parlant. Quand tu te dis ouais, qu'est-ce qui se passe, tu essayes de faire un pas en avant. Et lorsque tu fais ce pas en avant, en fait, tu es ramené directement à l'endroit où tu as commencé à marcher. Et le temps s'accélère autour de toi. Il s'accélère très vite. Tu avais fait un grand pas, le temps s'accélère très 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 vite. Et donc il y a peut-être des heures qui passent tout autour de toi. Tu vois les oiseaux filer à une vitesse folle. Et très très loin, à 1 heure de route de voiture, parce que tu prends ta voiture normalement pour 1 heure pour pouvoir se poser à cet étang, tu vois une explosion qui a l'air de provenir du village où tu habites, une explosion intense qui s'étend très très rapidement et qui ravage les lieux. Tu t'arrêtes donc complètement de marcher et du coup tu as figé le temps, très très nettement. Le temps est figé. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que tu continues à avancer? Ou peut-être que tu veux tenter autre chose? Je vais peut-être essayer, mais d'avancer, faire un tout petit pas, juste pour voir si ça calme un peu la machine. Tu remarques que si tu vas vers l'avant, en tout cas, avec un tout petit pas, l'explosion continue à se propager, relativement vite quand même. Et attention, parce que si tu continues à avancer trop, il est possible que ça te touche et que tu Ok, je bondis en arrière alors. Tu bondis en arrière, très bien. Le temps recule, brutalement. En passant en arrière, en fait, tu vois l'explosion qui se résorbe, qui revient vers le village, les oiseaux qui repartent en arrière tout autour de toi, les feuilles qui battent dans le sens inverse,
Et en faisant ce bond, tu reviens à peu près à l'endroit où tu étais, enfin, en sautant, pardon, tu es revenu de base à l'endroit initial où tu étais resté figé. Mais le temps est remonté et tu reviens à peu près à l'heure où tu as appuyé sur le bouton la première fois, un petit peu plus en arrière, je dirais même. Alors, je pense que là, je suis piqué de curiosité, je refais Ouais. un pas en arrière. Ouais, tu refais un pas en arrière et le temps recule encore à chaque fois que tu marches en arrière. Par contre, tu es renvoyé directement, spatialement, tu es toujours renvoyé au même endroit, statiquement. Et du coup, tu as remarqué quelque chose. Tu as remarqué que quand tu avances, bah, le temps accélère et quand tu recules, le temps se rembobine. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette information, sachant que tu vois qu'il y a a priori un désastre qui va se produire, en tout cas sur la ville. Est-ce que tu décides d'aller prévenir, parce que tu as une information, de retourner à la ville, donc en stoppant bien sûr la machine, d'aller prévenir les gens du désastre qu'ils encourent, ou alors tu décides peut-être de reculer pour voir peut-être ce qui a provoqué ce désastre-là Et éventuellement? après, Tu veux reculer? alors peut-être que mon esprit scientifique, dans un premier temps, va tester, voir ce que ça fait si je marche sur le côté. Merci, Jurico, pour l'idée. Si tu marches sur le côté gauche, le temps s'accélère. Si tu marches sur le Ah, côté mince. droit, le temps recule. Ah, on me la fait pas à moi, T'as vu, là, j'arrive, je changeais de dimension. hein. Ouais, bien, je recule doucement, là. D'accord, tu te replaces, tu vas vers l'arrière du coup? Ouais, tout à fait. Ok. Juste pour voir, mais du coup, j'y vais doucement pour vraiment voir un peu tous les détails de ce qui change et être sûr Hmm, de tout capter. ça marche. Donc tu vas reculer, mais avant ça, on va passer à la première partie de notre interview, de notre expérience. On va s'intéresser à qui est ton personnage, à quelles sont tes inspirations. Pour ça, donc, je vais te proposer plusieurs thèmes, des grands thèmes, hein, ça va être livres, musique, etc. Et puis tu vas me donner quelques références qui te parlent, pas forcément tes trucs préférés, peut-être que tu les auras pas, mais en tout cas des choses qui te parlent. Si dans un premier temps, je te parle de manga, livres, BD, est-ce que tu lis, est-ce que tu es un lecteur? Avec grand plaisir, ouais, tout à fait. Alors, en livre, je suis. En ce moment, je suis plus consommateur de livres, en tout cas lecteur de livres politiques et sociologiques. Et le dernier livre que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué, c'était Sapiens, qui Sapiens, retrace l'histoire de l'humanité, ouais, tout à fait, d'accord? du début de l'humanité jusqu'à nos jours. Et ce qui est hyper intéressant, c'est la manière dont il décrypte tout les évolutions qu'il y a eu entre l'écriture, l'agriculture, la révolution technologique et les changements politiques au cours du XXe siècle. Enfin, il décrypte vraiment tout sous un point de vue casse un petit peu les codes qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les livres d'histoire, comme on l'apprend à l'école. Et ça retourne la tête, en fait. Et ça D'accord. permet de faire aimer l'histoire, même à moi qui pourtant a eu 11 au bac en histoire. Bah Et déjà, t'as eu 11, j'ai eu 8. ah oui, bah, je te conseille de lire Sapiens alors. Franchement, ça m'a réconcilié, moi. Ça marche. Ça, sur en tout cas, sur la dernière lecture là, qui me vient à l'esprit. Et sinon, en termes de bande dessinée, je suis plongé dans Batman, dans les comics, Hmm, avec Killing Joke le dernier. Et sinon, ma bande dessinée préférée, je dirais que c'est Black Sad. Entre d'accord, les oui. dessins, les histoires, l'univers. Et Bl- voilà. Black Sad, il y a un jeu de Dans mon rôle, cœur. il me semble. Ouais, absolument. D'accord. Et je l'ai Absolument. jamais Je n'ai jamais testé. joué ensemble. Ah Ouais, ouais. moi non plus. Ça vaudra peut-être le coup, un de ces quatre. Ok. En termes de musique, qu'est-ce que tu écoutes? C'est quoi les musiques que généralement t'écoutes pour t'inspirer ou quoi, ou que t'aimes bien? Alors, quand je travaille, j'écoute des playlists de relaxation. D'accord, ouais. Des playlists également de musique fantasy Hmm, qui me permettent de me plonger un peu en fonction aussi de l'univers sur lequel je travaille. ouais. Après, sinon, écoute plus générale, j'aime beaucoup Souvent, je mets des playlists années 80. Donc, D'accord, ouais. chansons françaises des années 80 et un peu chansons aussi du monde entier, entre voilà, les classiques de Queen, il y a I Will Survive de Gloria Gaynor que j'ai écouté tout à l'heure. Ouais, les classiques entraînants, quoi. C'est drôle que tu nous stipules spécifiquement I Will Survive, genre que t'as écouté tout à l'heure. C'était en te préparant Ouais, je pense en l'imaginable, fait, peut-être? c'est ça exactement. Je me préparais psychologiquement. Et puis j'ai dû rendre un dossier aussi ce soir. Et du coup, j'étais un peu en rush. Donc ça me permettait de me garder l'aplomb.
Ça marche. On demande, est-ce que tu vas sur YouTube pour rechercher des bruits de taverne? Alors non, j'ai des gens qui font ça très bien pour moi, comme Quentin, j'imagine. Où en effet, on a passé une soirée pour Sleepy Hollow à chercher des ambiances musicales. D'accord. Et Quentin a beaucoup aidé sur cette tâche à regarder des vidéos de taverne pour choper la musique. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, quand tu organises des événements comme ça, donc qui sont rémunérés. Mhm. Comment ça se passe? Parce que les musiques que tu vas trouver, elles sont pas forcément toutes libres de droit. Mhm. Comment ça... Complètement. Nous, pour soit on a des musiciens live, Ouais. soit sur nos expériences, on crée des musiques en fait. Donc on a Hmm. sur notre expérience Sleepy Hollow par exemple. Alors sur le Bureau des légendes, c'était les musiques du Bureau des légendes, donc ça on avait les droits dessus. D'accord. Et sur Sleepy Hollow, c'était euh, Tristan Provo, qui était le régisseur et sound designer de l'expérience, qui D'accord. nous a fait la bande son et qui gère ensuite le son sur. Je veux ça, moi, je veux des musiciens pour mes soirées jeux de rôle tranquilles à la maison, qui puissent me créer des trucs, évidemment gratuitement, hein. C'est toujours mieux. Ça, c'est le pratique quand on commence à gagner un petit peu de sous avec les expériences, c'est qu'on peut rémunérer des gens pour faire Hmm. du travail de qualité comme ça et avoir vraiment des œuvres sur mesure qui collent avec Ah, ça, ton univers, quoi. Donc ça, c'est ça, méga c'est cool. cool, ouais. Ouais. Bah, ça crée de l'unicité en fait dans tout. Quoi. Même dans la musique, tu réécoutes pas des trucs que tu as déjà entendu 1000 fois dans ta playlist d'Heroic Fantasy ou je sais pas quoi. Ça donne un truc un peu plus. Avec une meilleure identité, je suppose. Quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Ok, dans le reste des thématiques, est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire? Ça peut être un membre de ta famille, mais ça peut être une personnalité connue, un peu n'importe qui, ou un ami par exemple. Euh, Quelqu'un que j'admire. euh, il y a beaucoup trop de noms qui me viennent en tête. Mais je dirais ma maman. Oh, c'est beau. Ma maman, oui, qui va, voilà, et qui est assez incroyable en termes de réflexion sur la vie, d'accompagnement, de justice aussi. Alors que pourtant, elle n'a pas une vie forcément facile. Et, euh, et voilà, elle est passée par beaucoup d'épreuves. Et malgré tout, elle a toujours été là et toujours avec une justesse et une forme d'accompagnement qui, en tout cas, m'enseigne beaucoup et qui me sert de modèle Mm. aujourd'hui. Mais c'est cool, hein. C'est vrai qu'on a. Souvent, on me répond des personnalités. C'est assez rare qu'on réponde des proches, mais au final, bah, la meilleure source d'inspiration, ça devrait être tes parents, au final, ou tes frères et sœurs, ou quoi. J'aime bien cette réponse, c'est cool. En termes de jeux vidéo, est-ce que En termes de tu. jeux vidéo, ouais, carrément. Alors, j'ai jamais eu de console. Mes parents étaient farouchement opposés. Donc, j'ai joué principalement sur PC. Et on va dire que si je devais citer un jeu vidéo, ce serait Skyrim. Parce Hmm. que c'est. Voilà, sur plein de plans, je vais pas forcément refaire l'apologie de Skyrim, mais voilà, ça a vraiment fait une percée dans le jeu de rôle en ligne, sur l'univers, sur l'esthétique. Et particulièrement moi, parce que j'ai commencé à jouer à Skyrim au moment où j'imaginais le scénario du premier GN qu'on a organisé, et où D'accord. on trouvait que c'était quand même vraiment trop basique, vraiment trop nul. Et j'ai commencé à jouer à Skyrim avec la première scène où il y a ce problème de rébellion, d'ordre, enfin voilà, où Hmm. tu te fais libérer alors que tu es prisonnier. Et en fait, ça m'a inspiré pour faire le. Ça a lancé un processus de création pour faire le GN. Donc j'ai une particulière affection Pour pour Skyrim. Skyrim. Après, sinon, par contre, ce à quoi je joue le plus, c'est des jeux de stratégie, plus Ouais. sur la partie game design, donc Civilization 5, Age of Empire, Age of Mythology, Hmm, hmm, hmm. Ça me parle tout gestion ça. stratégique. Age of Mythology surtout, bah, j'ai fait quelques lives sur Age of Mythology. À l'occasion, on pourra se faire une ou deux Ok, trop parties. cool. Je suis Ah pas, ouais, avec je plaisir. suis pas très bon, c'est vrai que j'y jouais quand bah, j'étais relativement jeune. Je dosais le jeu étant très très jeune. Je dosais le jeu, j'y jouais des heures. Et en fait, bah, je me suis rendu compte en y jouant des années plus tard, donc il y a quelques temps, que je suis devenu nul. C'est affreux. Pareil, j'ai retesté le jeu là, c'était l'enfer. Faut que je m'y remette. Mais carrément. Mais à l'occasion, ça peut être sympathique. Et tu m'as parlé du coup de Skyrim. Est-ce que tu avais fait les Elder Scrolls précédents? J'avais fait Morrowind, c'est comme ça que j'ai été rentré dedans, mais j'avais pas fait les tout premiers.
D'accord. Alors, t'as fait Morrowind et Skyrim, mais t'as pas fait Oblivion. Entre les deux. J'ai sauté Oblivion. Enfin, j'ai testé quand même, mais je sais pas pourquoi il y avait quelque chose qui me plaisait moins, qui m'attirait moins dans Oblivion que dans Skyrim. Alors que les visages des elfes dans Skyrim, ça c'est attirant, hein. Je sais pas si je vois Ça, c'est tout de suite beaucoup plus. Ah ouais, les espèces de polygones très très crades. Ah, c'est cool. Ouais, en plus, j'ai même un Lorenlo, poster ouais, vous avez un nouveau d'elfe, subscriber. dans Skyrim. Merci Wimis pour le resub. Tu es adorable. Et le robot, il parle encore. Ça, c'est quand même terrible. J'ai coupé, j'ai tout fait. Et il nous coupe encore la parole, c'est quand même dingue. Bon, bref. Faudrait que- Vraiment, on n'a plus d'oreilles à la fin du live. Ah, mais c'est affreux, hein. Et même pour les gens. C'est- et lui qui part va bientôt faire une remarque, je le sens. Ok. Et on parlait des jeux vidéo, donc de Skyrim. Est-ce que, bah, du coup, toujours dans l'idée d'expérience immersive, est-ce que tu as testé un petit peu la VR, la réalité virtuelle? T'as eu l'occasion de la Complètement. tester? Ouais, t'as fait Ouais, quoi? ouais, carrément, j'ai même. On a un casque VR avec Sculpteur de rêve, Ouais, où j'ai testé le Vader Immortal, j'ai testé le jeu avec la petite souris là que tu guides qui est trop bien, qui est trop mignon, j'adore. je vois pas lequel c'est. Euh, Vader Immortal, oui, mais la petite souris. Comment ça s'appelle? Ça, j'ai perdu le nom là, mais c'est un des jeux les mieux notés sur l'Oculus Store. D'accord. Et c'est trop bien, en fait, tu as un poste un peu de dieu, de démiurge, où tu vois la scène de haut, et tu dois guider une petite souris à travers plusieurs épreuves, et en fait, tu dois l'aider, la porter, la poser Ah, trop sur cool. un autre sur un socle, et elle bouge, et il faut que tu sauves cette petite souris qui essaie de sauver son peuple. Trop mignon. Et Ok. sinon, après, d'autres expériences virtuelles qu'on utilise, en fait, dont j'essaie de voir l'utilisation que je pourrais faire en immersion live, dans le sens où moi, je suis Hmm. assez peu dans la création pure d'aventures exclusivement faites pour la réalité virtuelle, Ouais. mais sur la manière dont on peut utiliser la réalité virtuelle dans nos expériences live pour les Carrément. augmenter. Donc, par exemple, des systèmes avec Keep Talking and Nobody Explode Hmm. pour des amorçages de bombes, des amorçages d'alarmes, ou encore Ocean Rift pour des expériences plus. On en avait fait une comme ça, une expérience pirate, où Hmm. à un moment les gens pouvaient se plonger dans les fonds marins en mettant un casque VR et en allant voir Ocean Rift. Ah, trop cool. Trop stylé. C'est ça. Et ok. Est-ce que t'as eu l'occasion de tester Skyrim en VR? Non, j'ai pas testé Skyrim en VR. Qu'est-ce que ça vaut? Bah, moi, je suis un gros fan de VR et je suis un gros fan de Skyrim aussi, de tous les Elder Scrolls. Bon, j'ai commencé qu'à Morrowind. Et en fait, c'était un rêve de gosse de pouvoir un jour mettre un casque et de pouvoir tester bah, Skyrim ou n'importe quel autre Elder Scroll en VR. Et en fait, j'ai testé du coup Skyrim il y a un an de ça à peu près. Et bah, j'ai été affreusement déçu du fait que bah, en fait, bah, c'est pas beau. Skyrim en réalité, quand t'es vraiment dedans, c'est pas beau. Quand tu le vois d'un écran de. Surtout, bon, c'était beau pour l'époque et tout. Mais une fois que t'es dedans, bah, c'est un jeu. et et c'est un jeu hein, qui a vieilli. Maintenant, il date de quand Skyrim? C'est 2011? C'est ça, ouais, bah, c'est là. Ouais, 11 novembre 2011. Ouais, bah voilà. Donc ça. C'était stylé à faire, mais clairement, j'aurais pas fait tout le jeu comme ça, parce que si un jour t'as l'occasion Ouais, d'essayer, c'est quand même, ça vaut quand même le coup hein, d'essayer une fois. Et surtout, bah, tu sais, t'as tous les problèmes liés à la VR, notamment la motion sickness, quand tu commences à te déplacer, parce que je voulais pas faire un truc de téléportation, si tu veux. ouais, bien sûr. Ça, je trouve ça nul, ça casse vraiment l'immersion. Et du coup, je voulais me déplacer au joystick, bah, au bout d'une heure, tu peux plus, quoi. Clairement, Ouais, c'est un peu compliqué. j'imagine. Mais bon, si un jour t'as l'occasion, n'hésite pas à essayer quand même. Ah, carrément, je vois qu'on m'invite sur le chat, alors ça sera avec plaisir. Mais elle, on l'a à la maison. Ah oui, effectivement, tu viens tester quand tu veux. Et oui, Miss qui dit, tu peux baisser un peu sa voix. Je suppose que tu parles de Monsieur Circus. Ouais, mais bah, ça n'a pas marché. Là, j'ai même coupé le son, ça n'a pas marché. Tant pis, hein. Ok. Question suivante, thématique suivante, qui m'intéresse d'autant plus que bah, tu es baigné là-dedans quand même. En termes de jeux de société et jeux de rôle, je groupe les deux. Des jeux qui te parlent particulièrement. En termes de jeux de société, je pense que ce serait Pandemic Legacy en Mhm. ce moment. Et d'une manière générale, un peu tous les jeux one-shot qui racontent vraiment une histoire et qui sont évolutifs au fur et à mesure de la partie. Très brièvement, Pandemic Legacy, c'est la base du jeu Pandemic, donc jeu de coopération. Ouais. J'ai une affection particulière pour les jeux de coop.
où il faut régler des maladies. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un deck de cartes pardon, qui raconte des événements qui se passent au fur et à mesure du jeu et qui vont apporter des réelles évolutions sur le plateau, sur des personnages qui vont prendre des cicatrices, sur des maladies qui vont muter, et avec des missions vraiment à faire au fur et à mesure des parties. Donc c'est très évolutif et il y a une 60aine de parties à l'intérieur du jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu. Et sinon, après, avec ma copine, on joue beaucoup à Seven Wonders Duel. C'est aussi D'accord. excellent jeu. Là, on s'en lasse pas. J'ai fait des tournois aussi de Seven Wonders Duel sur Board Game Arena pendant le confinement. J'étais très D'accord. nul, j'ai été sous-classé et éjecté au bout du troisième combat. Mais c'était quand même très chouette. Il faut Et t'entraîner. c'est ça, exactement. Et ah oui, et sinon on a testé également, je vois Quentin qui dit détective. Donc dans le même style, les expériences qui, enfin les jeux qui racontent une histoire plus que simplement du game design. Détective, en fait, c'est ça te met dans la peau d'un policier. Il faut que tu résolves une enquête, mais comme le ferait vraiment un policier. Donc tu as des infos brutes qui sont textuelles. C'est assez complexe et intellectuel comme jeu. Hmm. Et ensuite, à partir de ces infos-là, il faut que tu sélectionnes celles qui ont vraiment du sens, que tu les notes sur un tableau blanc, que tu fasses des liens avec des fils rouges entre les différents éléments pour réussir à la fin à comprendre les liens de l'enquête. Et alors, du coup, c'est nul? Parce qu'on nous dit que c'est Et nul. alors, il faut y jouer dans les bonnes conditions. Dans le D'accord. sens où c'est en effet un jeu qui est très très prenant, très très vraiment suivre, parce qu'une petite information que tu rates peut te faire rater complètement la mission. Donc nous on a réussi à avoir un score négatif à la fin quand on a rempli le questionnaire. Ok. Donc c'était quand même un certain niveau. Et Mais la mécanique de base, en tout cas l'idée de base, en plus le fait que tu aies une database en ligne sur laquelle tu peux rechercher des empreintes, rechercher des profils, ah, je trouve très immersif et a beaucoup de potentiel. Mais d'accord. bon, il faut aussi être dans le mood. Ça marche. Eh ben, ça peut peut-être parler à Damien. Damien qui est peut-être encore dans le chat. Un jeu de détective, peut-être que ça te parlera. Clairement. Ok. Et nous, on a testé justement dans l'idée de concevoir une expérience digitale détective où justement les joueurs doivent se mettre dans la peau d'un détective et pareil faire des liens entre différentes infos. Mhm. Bon, ça nous a pas forcément beaucoup inspiré sur cette partie-là, mais on garde quand même des mécaniques intéressantes. Ça marche. Bah, ne serait-ce que pour la base de données, ça c'est plutôt cool quand t'as l'impression de Ça faire c'est un clair, truc vraiment effectif, quoi. C'est chouette. complètement. Ok. Et en termes de jeu de rôle, du coup? En termes de jeu de rôle, j'ai commencé sur du contemporain que j'avais beaucoup beaucoup aimé. En fait, j'ai découvert le jeu de rôle grâce à ma prof de français et Ok. mon documentaliste qui, à la fin d'un cours, m'ont dit à moi et à mes amis Benjamin et Mathieu à l'époque, et nous a dit vous êtes un peu spéciaux, vous. Rendez-vous à 13h au CDI lundi prochain. Et donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Et c'était un scénario, enfin c'était basé sur aucun jeu, c'était juste du contemporain d'un scénario que eux avaient imaginé, avec un système très très simple de D10. Et on s'est lancé comme ça. Donc ça, je vais dire que ça va être mon jeu de prédilection parce que c'est celui sur lequel j'ai commencé et qui finalement est dans son plus simple appareil et c'est la narration qui va faire tout. T'as Et conscience après, que en me spécialisant, t'as conscience que ça aurait pu être un piège, hein. Vous êtes un peu avec spéciaux. Rendez-vous ouais, à. c'est moi tout craché. Et même encore aujourd'hui, en fait, je me suis donné un peu comme philosophie de ne jamais dire non. Ah, mais je suis Euh, d'accord. Ouais. Tout dépend des situations, bien entendu. Oui. Mais d'une manière générale, quand on me propose des projets, quand on me propose des choses, des aventures, même si elles sont complètement folles, Hmm. je dis oui. Donc, c'est vrai que ça peut être risqué parfois, mais Je, jusqu'à présent, ça m'a plutôt servi. Donc, je c'était suis chouette. très d'accord avec cette philosophie. Il y a celle-là, il y a aussi la philosophie d'être toujours à 100% honnête. Parce qu'il y en a qui respectent, qui se donnent le challenge de dire tout le temps oui à tout, bien sûr, dans les limites du raisonnable, mais de dire oui à tout. Et l'autre challenge, d'être 100% honnête. Mais du coup, je suis curieux, puisque tu en parles. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter de plus fou de dire oui à des trucs parfois rocambolesques? Est-ce que tu as un truc par rapport à ça un truc que tu as dit oui, peut-être que tu n'aurais peut-être pas dû, parce que quand même, Bah, je pense que c'était c'est ton Imagilab. le, Ah bah merci. le c'est ça, je me dis. Non, non, c'était le truc un peu le plus fou, c'était quand j'ai reçu un message sur LinkedIn d'Ama Dreams en lien avec Canal+, D'accord. qui m'envoie un message en mode bonjour, on aimerait faire une expérience immersive dans l'univers du Bureau des légendes et on cherche quelqu'un pour la créer.
est-ce que vous êtes disponible pour un appel? Non. Et là, j'ai dit oui. Ouais, c'est ça, exactement. Non, salut. C'est pas moi en fait. Maël n'existe plus. Donc là, j'avoue que j'ai beaucoup hésité. Je l'ai eu au téléphone et même après, on s'est posé beaucoup de questions. On a discuté un peu avec l'équipe qui était dispo à ce moment-là, en mode est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, parce que c'est quand même hyper short. On devait créer l'expérience en un mois. Ah oui. Une expérience en plus très très ambitieuse de la part pour le Bureau des légendes. Donc beaucoup de pression. Et en plus, moi, je venais de recommencer un deuxième master en me disant oui, cette année, je vais être très sérieux, je vais suivre les cours, je vais aller tout le temps en cours, etc. On était en un mois après la rentrée. Ouais. Et je me suis dit non, bah en fait, créer des expériences, ça me plaît bien. Ouais, Donc c'est un bon plan de carrière. c'est ça. Donc finalement, bon, faut pas le répéter à mes professeurs, mais je prenais, je faisais mes visuels et ma conception d'expérience immersive pendant les cours de droit des sociétés. Et c'était très bien. Est-ce que, j'ai envie de te poser la question, mais est-ce que c'est pas un peu le propre des gens qui, Ishural, je sais pas si Olivier était encore dans le chat, de ce qu'on appelle les gens qui sont adeptes de la culture alternative. Par exemple, je pense comme beaucoup de gens ici dans le chat, j'ai passé beaucoup de temps en cours à écrire du jeu de rôle, à créer des histoires, à coder sur ma calculatrice, ça n'a rien à voir, mais presque. C'est un peu le propre de notre, je vais pas dire communauté, j'aime pas trop ça, mais des gens qui sont dans notre état d'esprit, quoi, simplement. Ah, complètement, hein. Franchement, je crois que l'école a été mon plus grand working place Mais c'est ça. pour développer mes expériences jusqu'à présent, quoi, ça c'est sûr. À commencer par le GN au lycée où on s'envoyait les fiches de personnages d'une table à l'autre quand le prof avait le dos retourné pour que chacun se relise. Et là, en cours de droit, où je fais des visuels de plans sur comment est-ce que les joueurs vont pouvoir passer entre la cellule de crise du Bureau des légendes jusqu'à partir en action. Et puis, je comprends bien ça. Et puis, j'ai envie de dire, tu le perds pas parce que moi, maintenant, pareil, j'ai fini enfin, moi, j'ai terminé les études, je suis au boulot et il arrive des fois où il y a une demi-heure où je suis en train de divaguer à la préparation d'Imaginable ou de quelconque jeu de rôle ou quoi. On perd pas ce truc-là, hein. C'est terrible, hein. Ah, ça, Pour ça, vaut mieux bosser dedans finalement. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ok, c'est cool. c'est sûr. Du coup, tu nous parles de séries télévisées, là, quand tu parles du Bureau des légendes, c'est une série, c'est ça, hein, c'est une série française que j'ai pas vue. Ouais, absolument. La transition est toute trouvée. Est-ce que tu as des films et des séries que tu regardes en ce moment? Alors, en ce moment, la dernière que j'ai regardée, c'était Lupin, Mhm. comme il y a beaucoup entendu parler. Voilà, chouette série, évidemment pas la plus grande série de tous les temps, mais bien réalisée, bien jouée, avec des bonnes idées, et des bonnes idées même en termes d'expérience. Moi, d'une manière générale, maintenant, quand je regarde des films et des séries, ça me donne toujours plein d'idées sur comment est-ce que je vais retranscrire ça dans quelque Mhm. chose que les gens peuvent vraiment vivre et pas juste regarder. Donc Mhm. c'est en ça, c'est toujours prenant. Sinon, plus général sur les séries et les films qui m'ont vraiment marqué. En termes de séries, je pense que Sherlock, la Mhm. série Sherlock de la BBC, c'est une des séries qui m'a le plus marqué. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup, je la trouve vraiment très très bien maîtrisée. Westworld également, sur la qualité de la narration, des sauts temporels, Mhm. des comédiens, très 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 bonne série. Et, et l'une des premières séries que j'ai regardées, qui était Breaking Bad, pareil sur la construction scénaristique et l'évolution du personnage au fur et à mesure de la série. Voilà, un peu sur les séries qui m'ont marqué, même si bon, j'en ai regardé beaucoup. Et évidemment, le Bureau des légendes, alors là, je peux vous citer absolument tous les passages Ah bah tu m'étonnes. pour l'avoir regardé en long, en large et en travers, jusqu'à essayer de voir quelle était la marque qui était sur le flyer de restaurant de sushi qu'ils ont dans l'épisode 2 pour pouvoir le remettre dans le bureau des légendes en clin d'œil de la série. Parce que ça, en plus, c'est hyper drôle. On l'a vu en discutant avec Eric Rochant, où en fait, le nom de ce restaurant de sushi, c'est le nom d'un service secret japonais. Et c'était D'accord. une référence déjà voulue dans la série. C'est pour ça qu'on a voulu le remettre. Donc Je vois bien. Putain, j'ai pas bien vu cette regardé, hein. série, hein. Tout le monde m'en parle, il faut que je la regarde, un de ces quatre, hein. Ah, vraiment, ouais. Moi, je connaissais pas non plus avant qu'on m'ait proposé le projet. Et Mhm. après avoir regardé, c'est vraiment très, 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 très bon travail.
Et j'étais assez frileux sur les séries françaises avant ça, et j'ai regardé ça, et c'est vraiment une qualité en termes de reproduction de la réalité de ce qu'est la DGSE, en termes de jeu d'acteurs, de scénario, vraiment fou. Et ça m'a réconcilié avec les séries françaises. D'ailleurs, j'ai regardé 10% il n'y a pas longtemps, et j'ai vraiment adoré. D'accord. Super série aussi. Je connais pas non plus. 10%, ça raconte en gros l'histoire des agents des comédiens. D'accord. Et 10%, en fait, c'est la commission qui se prenne sur sur les contrats de comédiens. Hmm. Et pareil, c'est très bien construit. Moi, je m'attendais à quelque chose de, entre guillemets, de plus belle la vie, où tu peux arriver sur un épisode et pas trop comprendre et qu'il n'y a pas vraiment de suite d'un épisode à un autre. Mais en fait, c'est très très bien construit narrativement, c'est très drôle. Et en plus, moi, ça me parle comme c'est un milieu créatif où on voit on va dire les coulisses de ce qui se passe dans le cinéma, dans D'accord. la création. Et moi, c'est là où je suis, les coulisses de la création. Hmm, Donc ça me clairement. rappelle aussi plein de choses qui, moi, est dans mon métier C'est cool. de tous les jours. Et du coup, Ouais, carrément. vu que tu as dit que tu disais oui à tout et que comment tu te prends une passion maintenant pour les séries françaises, comment tu réagirais si demain, sur LinkedIn, encore une fois, on te contacte et on te propose de créer une expérience immersive sur Louis la Brocante? Alors, donc déjà, je dirais oui. Tu diras oui, d'accord. Et J'irai après, tu et donneras plus de après, j'irai nouvelles. regarder Louis la Brocante. C'est ça. J'irai me renseigner sur Louis la Brocante parce que malheureusement, je ne connais pas. Tu connais pas Louis la Brocante? Je ne connais pas Louis la Brocante. Mais même pas de nom, putain. Mais Si, si, de nom, ouais. si, mais je ne connais pas. Je crois que je crois que c'est un truc vraiment du genre le gars. Bah, il y a tout un truc avec des enquêtes aussi, il me semble, à ce niveau-là. J'ai regardé un épisode, je pense. Bon bah Mimi Mati alors, tu dois déjà mieux connaître. En plus là il y a de Ah la oui, magie. Mimeti, ça fait. Donc Mimeti, je suis chaud. ah bah carrément alors. Bah peut-être que voilà pareil si les Entendu. producteurs de Mimi Mati t'entendent, tu seras peut-être contacté très vite. Toute mon Franchement. enfance Attends, dit. faut pas me lancer ça là-dessus, là, je commence déjà à imaginer le scénario de Mimeti. Ah ça peut être stylé. En expérience immersive, se mettre dans la peau de Mimeti. Toute mon enfance dit Damien Vareille, quoi, Mimi Mati ou Louis la Brocante? Attention à ta réponse. Attention à la réponse, ouais, c'est ça. Du coup, dernière question de ce premier chapitre. Donc, c'est toujours ma petite question un petit peu plus ouverte. Selon toi, dans 50 ans, de quel aspect de notre société, ou de référence ou des gens en particulier, mais de quel aspect de la société les gens vont être le plus nostalgiques dans 50 ans de notre époque? Le Covid-19. Hmm. Ils vont être nostalgiques de Non, peut-être ça, tu pas. crois? C'est que ça sera tellement pire dans 50 ans, Ça ça serait sera... tellement pire, les gens vont se dire. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais alors en fait, en plus, c'est pas tellement faux comme réponse, dans le sens où, à mon avis, dans les prochaines années, sans vouloir être pessimiste, ce qui n'est pas mon habitude à l'origine, mais on s'attend quand même à un peu des catastrophes qui vont pas être jolies, à côté desquelles le Covid-19 fera office d'enfant de cœur. Mhm. Que ce soit voilà, la crise économique à très court terme, mais surtout les dérèglements climatiques. Ouais. Moi, c'est des questions que j'ai beaucoup étudiées pendant mes études et même que maintenant, enfin, qui moi m'intéressent beaucoup. Et il y avait un moment qui m'a marqué où j'étais au procès. Alors, on divague un peu de l'imagination et des imaginaires, mais j'étais au procès des décrocheurs de portraits de Macron. D'accord. Parce que voilà, j'avais un ami qui en faisait partie et qui était en procès au tribunal de Paris. Et en invité, en témoin, en fait, pour plaider la cause des décrocheurs, il y avait un chercheur, un directeur de recherche du CNRS qui D'accord. avait fait le rapport du GIEC, qui est donc ce rapport qui donne un peu l'état du climat et où est-ce que ça va aller. Et Hmm. qui disait, en gros, d'ici 2030, on va être à une canicule comme en 2003, tous les 3 ans en moyenne. Cool. Une canicule comme en 2003, tous les 3 ans en moyenne, ça veut dire plus de culture. Ça veut dire des sécheresses qui créent ensuite des affaissements de terrain, des problèmes de débordement d'eau, d'accès à l'eau, à la nourriture. Hmm. Et tout ça, c'est si on reste sur une perspective relativement optimiste de plus 3 degrés, sachant qu'on s'oriente plutôt vers du plus 6 degrés. Ok. Donc voilà, il y a, Bah, c'est il bien. y a... Voilà, ce sera tout pour moi. Au Enfin, moins, on ira plus souvent à la plage. exactement. Et Je dis, il faut aller en Bretagne ou en Irlande. Hein. voilà. Préparez-vous. Manque de peau, j'aime pas la plage. Bon, bah ça après.
C'est ça. Ça me Ouais, ça concerne y que est. moi. Ok. Eh bien, écoute, en tout cas, pour l'heure, tu es à côté d'un petit étang. On parle de plage, tu es à côté d'un petit étang et tu continues à faire des petits pas pour reculer le plus doucement possible pour voir ce qui se passe autour de toi. Donc, comme je te l'ai dit, les oiseaux reculent. Le soleil, tu le vois tout doucement partir dans le sens inverse de son habitude, de sa marche habituelle. Euh, il se passe pas grand chose pendant un bon moment. C'est un endroit qui est très désert, c'est pour ça que d'habitude tu préfères te mettre ici parce que il se passe pas grand chose, c'est très bien. Mais là, tu vois subitement des jeunes qui ont l'air, donc on rembobine, et c'est là où c'est difficile pour moi de le dire en rembobinant, mais qui ont l'air du coup, de remonter un matériel qu'ils avaient en fait, dans le bon sens, qu'ils étaient en train de démonter. Donc ils sont en train de reconstruire une petite machine pendant que toi tu continues à reculer. Euh, Hop, elle est complètement formée, et tu vois un éclair du coup qui re-rentre à l'intérieur de la machine, qui part du ciel et qui re-rentre dans la machine. Puis des étincelles tout autour de la machine, avant du coup que l'éclair techniquement revienne. Des étincelles de partout, les mecs qui commencent à paniquer, qui ont peut-être une quinzaine d'années, qui comprennent pas trop ce qu'ils font. Du coup, il y a cet éclair qui est revenu. Et plus t'avances, plus la panique rétrécit, plus tu recules en l'occurrence, la panique cesse, les gens tout autour commencent à se calmer et tout ça, et en fait ils étaient en train d'essayer de construire la machine, plus tu recules, puis ils reconstruisent la machine, ils la configurent, etc. Jusqu'à ce que tu recules suffisamment pour les revoir la démonter et partir avec dans une voiture qui part à l'envers. Donc voilà, t'as vu tout ça se passer devant toi. Euh, qu'est-ce que tu fais maintenant de cette information? Donc a priori, ouais, ils ont construit une machine, ça s'est pas passé comme prévu, il y a un éclair qui est parti, et c'est tout ce qu'on sait. Après, ils sont partis, et plus tard, il y a eu une explosion. Alors pour bien resituer, si je me repasse les faits dans ma tête, il y a donc Tu peux revenir en marche dans le avant, hein. bon sens. Tu peux Ouais, revenir c'est un peu ça, en marche exactement. avant. En Donc en marche fait, ils sont avant, arrivés, ils ont monté la machine et ils envoient un éclair, c'est bien ça? ouais, enfin, alors, donc, ouais, si tu remontes un petit peu vers l'avant, donc, hop, une voiture qui arrive, des jeunes d'une quinzaine d'années, ils sont 6. Ils sortent du coffre tout plein de morceaux d'une machine qui sont en train de monter. Donc, au début, ils font toute leur configuration, ça marche bien. Soudainement, la machine s'emballe, ils paniquent tout autour. Un éclair part de la machine. Et donc, il est parti haut, ils savent pas ce qui s'est passé, ils continuent à paniquer, ils démontent le truc en vitesse et ils se cassent. Et précisément, j'ai oublié de le souligner, à l'endroit où tu avais vu qu'il y avait un petit cercle de feu, enfin un endroit qui avait cramé. Petit détail que j'avais mentionné au début du jeu de rôle. Ok. Eh bien, ils l'ont construit sur quoi? Sur quel endroit la machine? Donc c'est sur une zone un peu herbeuse, à mi-chemin entre du sable et de l'herbe. En fait, ils se sont mis là parce que ils étaient un peu loin des arbres, au cas où ça pouvait planter, qu'un arbre prenne pas feu. Ils sont pas loin de l'eau, si tu veux. Donc ils se sont posés là. Et ils l'ont pas construite, en fait, ils l'ont remontée visiblement. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être essayer de reculer encore un peu pour essayer de voir d'où est-ce qu'ils sont partis et un peu ce qui les a décidés à revenir jusqu'ici construire la machine. Alors quand tu recules, tu vois la voiture partir. Donc elle part de l'endroit où toi tu es arrivé finalement. Donc elle prend Hmm. les routes entre les arbres, mais tu sais pas, c'est la route principale en fait qui mène à cet endroit-là. Ah oui, évidemment, je peux pas les suivre. Eh non, tu ne peux pas bouger. Pas tant que le temps Hmm. est arrêté. Est-ce que je présume possible le fait de pouvoir discuter avec eux? Ou Pourquoi alors, vu pas? que je suis dans une sorte d'autre dimension. En fait, si tu veux, tu l'as très vite remarqué, le temps s'arrête, enfin le temps s'arrête quand tu appuies et que tu enclenches le bouton, et c'est à ce moment-là où en fait spatialement tu ne peux plus bouger, mais que du coup tu peux te déplacer que temporellement. Mais une fois que tu coupes la machine, tu peux te redéplacer physiquement sans aucune forme de problème, à l'endroit où tu t'es arrêté dans le temps. Ok, parfait. Bien ouais, alors je vais les attendre tranquillement et essayer de les alpaguer dès Ça va. qu'ils commencent à monter la machine. Donc tu t'arrêtes au moment où la voiture, enfin un peu avant que la voiture arrive du coup. C'est ça, exactement. Ok. Donc ça va être ton plan.
Donc tu les attends, genre tu te caches pas, tu les attends au milieu de... Je m'allonge dans l'herbe et je mets un brin d'herbe dans ma bouche et voilà, je me pose tranquillement comme s'ils allaient venir me déranger. D'accord. Ah, bien vu. Ça marche. Ben nous, on va poursuivre, puisqu'on est en train de parler d'imagination, on est en train de parler de ce qui se passe dans ta tête, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on construit des rêves, parce que tu es un constructeur de rêves professionnel maintenant. Euh, Toute proportion gardée. tu gagnes de l'argent pour ça, tu es un professionnel, monsieur. Certes. Du coup, ouais, on va parler de comment construire des rêves. Et ma première question, et je sais à peu près quelle sera la réponse, mais tu vas quand même me la donner. Est-ce qu'il y a une recette magique pour construire une bonne histoire? Je pense que la recette magique, c'est d'avoir envie de la vivre. D'accord. Voilà. Moi, c'est la question que je me pose quand je crée une expérience. Est-ce que j'aurais envie de vivre ce que je suis en train d'écrire? Et c'est le point de départ de tout. Ok. Donc ouais, en fait, ton schéma de pensée, c'est de te dire ouais, ce que tu aurais envie de faire dans un jeu de rôle, dans une expérience immersive. Et à partir de là, donc tu te lances là-dessus, c'est ça? C'est ça. C'est un peu on va dire le point de repère, sachant qu'après, j'essaye toujours. C'est le point où je me dis, s'il y a une expérience que moi j'aimerais pas vivre, bah, j'aurais pas forcément le cœur Hmm. à l'écrire et à l'écrire bien. Après, par contre, si j'imagine une expérience pour quelqu'un d'autre en me disant, est-ce que ces personnes-là Hmm. vont avoir envie de le vivre? C'est le même concept dans le sens où, comme les expériences immersives sont conçues non pas pour être juste projetées comme ça et raconter un peu une histoire que le créateur veut raconter, un peu comme ça peut l'être via le cinéma, via le théâtre, même si c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais qu'on peut plus voir en tout cas dans le cinéma et dans le théâtre. Là, l'expérience immersive n'existe pas sans le participant. Donc il faut D'accord. forcément que ton participant il soit au centre de ton processus de création. Donc c'est pour ça que je pars toujours de ça, que ce soit moi en me mettant dans la peau du participant, est-ce que j'aimerais participer à cette expérience? Ou alors le participant que j'ai décidé qui serait la cible de mon expérience, est-ce qu'elle aura envie de participer à mon expérience? Ok, ok. C'est la question qui allait suivre en fait, c'est parce que si tu te bases que sur toi, ce que tu as envie de faire, bah, il est possible que les gens soient pas du tout intéressés au final. Parce C'est que... ça. D'accord. Et comment tu arrives à gérer les différents publics au final? Parce que tu peux avoir des gens de... D'ailleurs, ouais, est-ce que tu as un public habituel vraiment précis ou tu peux avoir de tout finalement? C'est ça, on a vraiment de tout. Et comme en plus on fait des expériences très différentes entre le GN qui lui va être beaucoup plus orienté vers ceux qui pratiquent déjà le GN, Hmm. même si nous, nos GN et Clipson étaient vraiment dans une optique de faire découvrir le GN, même à celles et ceux qui ne le connaissaient pas. Donc on accueillait beaucoup de nouveaux aussi parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui pouvaient participer à nos GN, ce qui n'était pas le cas le reste du temps, et donc c'était le premier GN. Mais ensuite, par exemple, voilà, le Bureau des légendes, c'est un tout autre public. C'est un public beaucoup plus large parce que c'est des gens qui sont peut-être juste fans de la série et qui vont venir participer, ou des gens qui sont plutôt fans d'expériences immersives qui vont participer, ou des familles qui veulent faire un truc chouette ensemble, Hmm. une soirée. Donc c'est vraiment très très vaste. Et donc c'est réussir à plaire à tous les publics. On va dire qu'en fait le gros avantage de l'expérience immersive, notamment avec des comédiens, et moi c'est la plupart des expériences que je crée, je les conçois avec des comédiens, Ouais. c'est que c'est sur la base de l'impro Hmm. et que les comédiens en fait réagissent à ce que les joueurs disent et s'adaptent à ce que les joueurs disent. Et grâce à ça, on a une capacité d'adaptation à tous les publics qui est beaucoup beaucoup plus grande que dans la grande majeure partie des autres pratiques. Parce que les comédiens, en ressentant qu'est-ce que les joueurs aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas trop, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, dans quel mood ils sont, ils peuvent vraiment switcher et adapter leur jeu et les indices qu'ils donnent, la manière dont ils interagissent avec les joueurs en fonction de ce que eux attendent. Hmm. En parlant d'improvisation, est-ce que tu t'es déjà essayé, je pose souvent cette question, mine de rien, au théâtre d'improvisation, toi de ton côté, tu connais la Alors pratique un peu? jamais, je connais bien la pratique et j'ai beaucoup d'amis qui en pratiquent et des comédiens aussi sur mes expériences. Hmm. Moi personnellement, je l'ai jamais fait dans un cadre on va dire, académique de théâtre Hmm. d'impro, donc jamais dans un cours de théâtre d'impro ou dans un spectacle de théâtre d'impro, mais que ce soit par le GN, où en fait le GN c'est non-stop du théâtre d'impro Ouais. quand tu y joues,
ou alors sur mes expériences, où c'est aussi également du théâtre Mhm. d'improvisation, ou sur des expériences d'autres personnes. J'en ai fait par la force des choses. Yes. Ok, ok. La différence, c'est peut-être aussi que dans le théâtre d'impro, plus, bah, comme tu dis, académique, entre guillemets, la pratique, la discipline qui est l'improvisation, tu vas être parfois sorti complètement de ce que tu sais faire ou quoi. Je prends pour exemple, bah, quand tu es dans un GN, tu incarnes peut-être un personnage ou des personnages dans un univers précis et tout est dans un contexte. Là où l'impro, bah, tu peux jouer un caissier chez Quick pendant le confinement, par exemple. Voilà, Et débrouille-toi avec ça. c'est ça. Bah, et tu peux essayer un de ces quatre. Et c'est très très drôle à faire. Ah, mais moi, je crois que c'est que je préfère encore que de m'imaginer un paladin dans un univers médiéval fantastique. C'est le genre de truc qui t'oblige à inventer de nouveaux trucs et à vraiment te mettre dans la peau de celles et ceux dont tu interprètes le rôle. Ouais, parce que j'allais y venir aussi, mais quand tu imagines et quand tu incarnes des personnages en improvisant dans un GN ou tout ça, tu incarnes pas les héros en fait. Et du coup, tu dois incarner les petites gens, les petits. Tu dois incarner aussi des personnages forts, je suppose, mais ça t'est déjà arrivé de, je pense, d'incarner des gens qui n'avaient pas de valeur entre guillemets quelconque aux yeux des joueurs, On quoi. va dire, moi, c'est ce que je préfère comme rôle. Ouais. Jouer le boulanger, le mendiant, le, l'esclave, Mhm. des rôles justement bah, en fait, qui sont là pas dans un but de vraiment soit gagner, soit avoir plein Mhm. d'argent, etc., mais juste créer du jeu. Créer un moment, Ouais. créer du rire, de l'émotion, de quoi qu'est-ce, et qui n'ont pas d'autre but que ce but-là. C'est Et peut-être créer même. de la vie aussi. Ouais, bah c'est ça. C'est peut-être un petit peu plus dur à jouer dans le principe parce que c'est plus subtil. C'est, je pense, que quand tu joues un héros, un paladin qui doit sauver le monde, bah là tu peux cabotiner, tu peux faire ah je vais sauver le monde machin. C'est peut-être plus facile de se mettre dans cet état d'esprit que le petit boulanger, le petit boulanger qui fait son pain quoi. Je sais pas. C'est ça, d'accord. Et en même temps, j'ai envie de dire, on se sent peut-être plus proche et on a un peu plus d'humilité à jouer ce genre de rôle. Ouais. Et donc, c'est plus tranquillisant. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est vrai que moi, je me suis jamais vraiment senti très à l'aise dans les rôles de héros et à prendre vraiment quelque part très au sérieux ce rôle-là. Là où un rôle plus classique, en fait, bah, on est évidemment beaucoup plus proche parce que de mon humble petite personne, je suis bien plus proche d'un boulanger de quartier que d'un paladin niveau 56. C'est Donc j'ai plus de facilité à m'identifier à lui. c'est la fatalité de tout le monde, j'ai envie de dire. On est un peu des PNJ dans ce monde de brut. À part moi qui ai C'est conscience ça, de moi-même, du exactement. coup je suis le seul PJ de la planète. C'est terrible de dire ça, Exactement. hein. Mais tout le monde pourrait le Tellement. penser, hein. Ok. Bah ouais, hein, exactement. Et c'est pour ça que maintenant en GN, je ne fais plus que PNJ. Je joue plus PJ. Mhm. Je suis toujours là pour voilà, animer, jouer des rôles de gobelins qui tapent à 0,5 et D'accord, ouais. Et donc du coup tu dis pour ouais l'ambiance. t'es plus PJ, mais est-ce que t'aimes encore jouer de temps en temps? Et si oui, qu'est-ce que tu préfères jouer en fait? Est-ce que t'as... Bah, alors, en soi, je joue toujours, même si c'est en PNJ. Ouais. Et je joue même encore plus parce que ça te permet de jouer plusieurs rôles différents Mhm. et d'avoir vraiment un. En tant que PNJ, ton seul et unique but, c'est de faire vivre l'histoire et de Mhm. faire vivre vraiment une expérience incroyable aux joueurs. Et moi, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Donc, c'est ce qui me plaît en fait de Mhm. faire. Euh, et les rôles que j'aime jouer, euh, j'aime bien être challengé sur les rôles. Donc, on testait des rôles, bah, voilà, le caissier de chez Quick pendant le confinement. Les rôles, voilà, tester, voir un peu qu'est-ce que ça fait de faire ce rôle-là et comment les gens y réagissent et essayer de m'adapter en fonction de ça. Ok, ok. Et du coup, en fait, tu réponds un peu à ma question de dire t'es pas frustré en fait de pas être un joueur. En fait, non. Au contraire, c'est plutôt quand je suis joueur, en tout cas les dernières fois où je l'ai été, où je suis frustré de ne pas être PNJ. D'accord, ok. Ah ouais, c'est marrant. Moi, je serais plutôt l'inverse, tu vois. J'ai plutôt Ouais, mais tendance à. la plupart du temps, ouais, on me dit ça aussi. Et je comprends absolument.
et où j'étais comme ça au début aussi, mais à partir du moment en fait j'ai commencé à créer des expériences, c'est peut-être cette envie aussi de voir le côté plus large de l'expérience, pas seulement l'expérience du joueur, mais aussi comment il se construit. Et en PNJ, tu es un peu dans les coulisses Hmm. du GN, où tu vois tout, comment ça se passe. Et tu peux, toi aussi, à ton humble échelle, même si les organisateurs qui font tout le travail, à ton humble échelle, participer à la réussite de l'événement par ton jeu, par ce que tu vas apporter aux joueurs. Ça, c'est ce qui me plaît. Et d'ailleurs, parce que moi je suis très très fan des anecdotes en tant que spectateur comme ça d'un peu du comportement des joueurs, est-ce que tu as des petites anecdotes, des joueurs qui ont fait des trucs devant toi, un peu n'importe quoi ou un peu truc un peu croustillant? Est-ce que Alors t'as... ça, oui, Ça arrive souvent, si ouais. on va dire là. Ouais, ça arrive souvent, et d'autant plus quand tu es organisateur, tu vois des trucs absolument incroyables. Et entre ceux, peut-être une ou deux anecdotes vraiment, vraiment sympas de joueurs où je me suis dit, ah, franchement, vous êtes très fort. Il y a un moment, un groupe de joueurs dont la spécificité, un peu sur chacun de nos GN, c'était de brûler à peu près tout. C'était leur kiff, voilà. Et vu que nous, on prend en compte toutes les actions des joueurs, on était obligé de prendre en compte aussi leurs actions. Surtout que c'était pas comme s'ils venaient juste dire oui, on veut brûler ça, c'est qu'en fait, ils avaient toute une stratégie vraiment très complexe D'accord, pour réussir à brûler ce qu'ils avaient envie de brûler. Donc, on c'est n'avait fort ça. aucun argument pour leur dire non. Et par exemple, il y a un moment, ils voulaient mettre le feu à un fort qui était entouré de douves. Et donc voilà, ils ont dit ah, le fort est en feu, le fort est en feu. Et là, tout le monde dans le fort, de manière très logique et très rationnelle, ont commencé à prendre l'eau des douves et à le jeter sur le fort. De manière évidemment tout ça simulée, mais c'était vraiment un beau moment de RP. Et là, il y a un des joueurs justement qui avait mis le feu qui vient me voir et qui me souffle à l'oreille. Oui, alors en fait, on a coulé de l'huile inflammable dans les douves. Et donc là, j'ai dit, bon, vous êtes trop fort. Et donc là, pendant que tout le monde jetait de l'eau sur le fort, j'étais en mode, ouais, désolé, en fait, le feu ne fait que s'agrandir. Et le lendemain matin, il y avait un tas de cendres à la place du fort. Mais alors, on dit les génies là dans le chat, mais c'est-à-dire que le mec vient de te dire ça, mais est-ce qu'il avait vraiment prévu le coup? Enfin, c'était écrit quelque part qu'il avait prévu, ou alors juste il a décidé qu'il avait mis de l'huile. Ouais, non, c'était prévu D'accord, ok. avant qu'ils décident de mettre. En fait, c'est avant qu'ils aient commencé à jeter de l'eau sur le fort. Il est venu me voir en mode, bon, si jamais ils essaient d'éteindre le feu, j'ai mis de l'huile dans le double. En mode, ok, tu es un génie. Ok. Ah là 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 là. L'humain est très très fort pour être machiavélique et être destructeur. C'est ça, et toutes ces idées-là, ou encore même une autre où on avait juste envoyé un PNJ comme ça pour mettre un peu d'ambiance avec un collier de perles Ouais. pour qu'il se fasse braquer évidemment. Et il s'est fait braquer évidemment, et ils l'ont un petit peu torturé, les mecs qui l'ont capturé. Et le PNJ ne cessait de dire ah, si vous me faites du mal, je vais le dire à maman. Et vous allez voir, maman, elle va venir, je vais le dire à maman, mais dans un but purement RP. Et il est revenu, il nous a raconté la scène, et on s'est dit, ok, quelqu'un veut faire maman? Et là, du coup, on a trouvé un PNJ genre de 2,20 m avec une grosse barbe qui a joué maman, donc a mis une robe avec un gros rouleau à pâtisserie. Et Salut, c'est maman. C'est ça, aller voir le groupe de joueurs en question et leur a mis un peu la raclée. Donc Cool. c'était également une bonne scène de RP sur notre premier GN, ça pour le coup. Ah, en plus, c'est chouette. Ouais. J'imagine bien le gamin de 13 ans aller voir le grand barbu pour lui dire va jouer maman, s'il te plaît. Bonjour, tu peux aller jouer maman s'il te plaît? Et il a accepté de jouer le jeu. Et il a accepté de jouer le jeu. C'est cool. Ok. Est-ce que toi, tu as une aventure dans tout ce que tu as pu faire, dans toutes les expériences que tu as fait? Est-ce qu'il y a une aventure particulière qui était la plus grisante à animer, que tu as préféré écrire, jouer, etc. C'est laquelle t'as préféré, ta grande préf? Celle Un de grand Mimi, trèfle. celle de Mimi Mati? Non, elle n'a pas encore été faite, c'est ça. C'est ça. Ah, mais c'est bon, je suis en train d'écrire le scénario en même temps qu'on parle. Multitâche. Euh, elles sont toutes vraiment différentes, donc je pense que je les ai toutes. Elles sont toutes dans mon cœur, dans un compartiment bien particulier. Mm, mm. Euh, pour, on va dire, il y a Sleepy Hollow, à la fois parce que c'est la dernière qu'on a organisée qui me tient particulièrement à cœur, et aussi parce que toute l'équipe du projet, enfin, c'était vraiment juste un bonheur de bosser tous ensemble. Une super ambiance, beaucoup de monde, et à réussir à monter une forêt en plein milieu de Paris et à réussir à la faire vivre
tout ça Hmm. en un seul mois, c'était un peu un challenge qu'on a réussi à remonter tous ensemble. Donc voilà, plein de beaux souvenirs grâce à ça. Le Bureau des légendes, évidemment, parce que c'était un projet complètement fou de 300 mètres carrés en plein centre de Paris. C'était un peu le projet qui aujourd'hui nous a lancé et on en est on a beaucoup de gratitude Hmm. à Canal+ et à Madrid qui nous ont proposé ce projet parce que grâce à ça, on a pu à la fois savoir de quoi on était capable et ensuite pouvoir avoir une visibilité telle qu'aujourd'hui on a beaucoup de demandes. Et après, sinon, notre autre expérience que j'aime beaucoup, c'est un format d'expérience, c'est un escape game de 15-20 minutes dans une tente de 20 mètres carrés qu'on propose sur des festivals. D'accord. Et le premier scénario qu'on a créé, aujourd'hui on en a 5-6, mais le premier scénario qu'on a créé, c'était une expérience Houdini, où les gens devaient trouver les secrets du grand magicien, Hmm. et ils se retrouvent à un moment, je ne vais pas vous spoiler si jamais vous la testez, mais ils se retrouvent dans une situation qui est assez intéressante en termes de Ouais. jeu et en termes d'immersion. Et ça, on l'a joué, rejoué, notamment avec Benjamin et Quentin aussi. On a fait jouer l'expérience et sur plein de festivals. Et c'est vraiment le truc chouette de ces. En plus, on le fait entre guillemets, c'est proposé gratuitement pour les participants. Hmm. C'est le festival qui nous rémunère pour l'activité. Et c'est juste trop chouette quoi, de voir des gens qui du coup ne sont pas habitués aux escape games, n'en feraient pas, n'iraient pas payer 20 € pour faire un escape game, Ouais. mais qui vivent cette expérience et que nous, on est comédiens à l'intérieur et on essaye de rebondir sur leurs actions totalement imprévisibles, d'autant plus qu'ils ne sont pas habitués à la pratique. Donc ce serait C'est. ça, mais je pourrais en lister encore des 34 autres d'expériences qui me plaisent encore plus. Et bah, cette dernière est très cool, d'autant que la thématique Houdini va certainement faire plaisir à Damien, qui est illusionniste de métier. Et du coup, ça doit être. Houdini, tu connais Damien, quand même. Ok. Une petite dernière question sur ce chapitre. Est-ce que tu as déjà simplement songé à écrire, enfin simplement, c'est un métier aussi, à écrire des romans ou des nouvelles, te détacher du monde de l'événementiel pour faire un truc très plus intime en fait, ou pas du tout? Assez peu. J'avais beaucoup d'objectifs d'écrire des livres quand j'étais petit. Ouais. J'en avais commencé beaucoup, des premières pages de livres, Ah pour putain. finalement ne jamais les continuer. Ah oui. Euh, et, et aujourd'hui, c'est vrai que je suis passé dans un stade où même écrire mes expériences, j'ai de plus en plus de mal. Et j'essaie de plus en plus de les faire vivre, enfin de les imaginer vécues en fait. Donc j'ai du mal parfois à les écrire sur papier parce que c'est trop complexe à écrire sans faire des schémas alambiqués Hmm. qui font des liens partout et des solutions avec plein d'embranchements. Donc je préfère en fait raconter les histoires plus que les écrire sous forme de romans. Le scénario de ce soir en sans spoil, passage rapide. C'est, il y a plein d'embranchements déjà, donc t'imagines sur des heures, c'est compliqué. Je connais ce genre de feuilles. Ouais, ouais. Mais- Il y a à peine une semaine, il y avait tout un panneau là avec plein de post-it de partout pour ah, la dernière expérience digitale que j'avais créée. ah bah c'est les meilleures décorations, ça. C'est ça. Ok. Eh bien, écoute, après avoir répondu sur comment construire des rêves, tu te retrouves du coup assis dans l'herbe en attendant qu'une voiture arrive, une voiture dont tu as prévu l'arrivée, bien sûr, et comme par hasard, elle arrive. Elle se gare pas loin de toi, et les jeunes commencent à sortir, et puis ils te voient. Ils te voient posé dans l'herbe et du coup ça les bloque un peu. Ils te parlent pas mais genre ils se bloquent et puis ils commencent à parler entre eux. Ça les a perturbés le fait que tu sois là. Qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ça? Pour l'instant, je continue de simuler ma sieste, Ouais. tandis que je garde quand même un œil et une oreille avertis sur eux. Et essayer de voir ce dont ils discutent et leurs hésitations. T'es un peu loin pour voir ce dont ils discutent mais globalement tu les vois ranger le matos et se dire... Enfin ils ont l'air de se dire ok pas ici, il y a un témoin et ils commencent à repartir. Donc là a priori ouais tu les as loupés. Peut-être que tu vas remonter un peu le temps pour faire autrement. Ouais, changement de stratégie. Je me C'est la crois dans première un fois jour que je sans fin, là. propose la possibilité de remonter le temps, du coup. C'est là où c'était la prise de risque de ce soir. Ah, c'est ça. Mais ça marche très bien. Moi j'adore cette situation, dans un jour sans fin, notamment le jour de la marmotte.
où il revit sans cesse le même moment jusqu'à réussir. Ouais. Donc je suis chaud pour pas revivre sans cesse ce même moment jusqu'à trouver la bonne solution. Du coup, tu Une remontes fois un que petit j'aurai peu de... crevé les pneus, acheter un bazooka pour. Pourquoi pas, Donc ouais, hein. je remonte un petit peu dans le temps pour essayer Donc la voiture de recule. refaire la même stratégie, mais en crevant le pneu. Qu'est-ce que je pourrais avoir à portée de main, d'épines, de pieux pour leur crever les pneus? Eh ben écoute, il y a des bâtons, il y a surtout des bâtons, mais ça me semble compliqué avec un bâton de percer le truc. Tu peux essayer de trouver... Attends, on va faire un petit test de toc, trouver objet caché. On va dire que tu as un bon 60% de chance, du coup, à 8, enfin 9 ou plus, de le trouver. Euh, J'espère que mon calcul est bon, de le trouver. Oui, 17. Tu trouves un caillou pointu qui devrait faire l'affaire si tu y mets un peu de la force pour crever un pneu éventuellement. Mais alors le problème c'est que tu vas y aller frontalement, Non, je prépare le terrain, je pense, j'essaie de le mettre sur la route. Alors peut-être que j'ai pas assez de cailloux pour être sûr de l'endroit où ils vont passer. Est-ce que tu penses Ah oui d'accord, tu veux pré-shot du Je coup. me préchote, ouais, complètement. Pour que quand ils arrivent. Alors on va refaire un test pour s'assurer que tu as assez de cailloux, le même test avec 6, ouais non 6 ça va être compliqué, tu trouves que 2-3 cailloux c'est compliqué, en plus ça va être difficile de le poser de façon suffisamment stable pour qu'il roule dessus à 100%. Ouais, non, j'avoue. Bon, alors je vais tester le contrôle de police. Ah ok, très bien, donc tu les arrêtes, tu te reprends à peu près à un temps où ils arrivent à ta portée, tu te mets je suppose sur la route et tu les arrêtes. Du coup, ils te voient, ils s'arrêtent à côté de toi et ils sont un peu paniqués parce que bah ils ont dans la quinzaine, hein, ils ont certainement pas le permis. Et du coup, ils disent bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Parce que tu les as vraiment Bonjour, stoppés. messieurs. Où est-ce qu'on va contrôler du véhicule, s'il vous plaît? Avec l'accent du sud, évidemment. Non mais on se promène, il tape sur l'épaule de son pote. On se promène simplement, on veut juste faire une petite balade autour de l'étang, enfin on fait rien de mal. Il tape sur son pote pour que le pote cherche dans la boîte à gants, il commence à trifouiller dans la boîte à gants et il sort les papiers du véhicule qui était dans la boîte à gants, peut-être que c'est le véhicule de son père. Puis il te tente ça, un peu timide. Hmm, parfait. Et il a une carte d'identité, le monsieur? Ils se regardent entre eux. Donc là, voilà, ils se regardent genre un peu en train de baliser, ils réfléchissent. Est-ce que toi tu fais quelque chose pendant qu'ils sont en train de réfléchir, sachant que on va voir si tu remarques quelque chose, t'as une chance sur deux. Tu ne le remarques pas, mais il y a un jeune derrière toi qui te frappe avec une pelle. Mais il Aïe. ne t'assomme pas, donc il t'a donné un coup de pelle, ça t'a complètement sonné. Sur l'instant, ça t'a pas assommé, mais voilà, le mec t'a frappé. Et il a voulu t'assommer, mais ça a raté. Ah, ok. Et donc là, je me touche à ça. Mais t'es stupide ou quoi? C'était le mot de code. Vous deviez vous étiez censé me répondre et me filer la carte que. Vous savez, là, pour le montage de la machine. Ah, alors, pour ce J'essaie de bluff. l'entourlouper. Ah non, rien que pour ce bluff, on va dire que t'as pareil, 60% de chance. Oh, un 19, ça marche très bien. Donc, Yes. ils se questionnent, ils font. Ils se questionnent entre eux, hein. Et après, ils font. Oh, mais désolé, t'es Mike? Mike, c'est ça? Mais oui, évidemment. Ah putain. Ah, les gars, quand on a un plan, faut le suivre, quoi. Geoffrey nous a dit que tu nous attendrais ici. Bah, ok. Bah, du Et coup, il vous a t'as. pas prévu pour l'accent du sud? Non, pas du tout. Ah oui, mais voilà, j'ai essayé de faire mon plus bel accent et tout, et ça a Et pas du, marché. Bon. et du coup, t'as le plan sur toi là? Non, je le connais, quoi. Mais vous l'avez révisé aussi avant de venir, non? Oh, ouais, on l'a révisé. Bon, bah, Ouais, je préfère. Déjà que vous vous souveniez pas. du coup, on va pouvoir faire l'installation. Ils commencent à descendre. Allez, Et ils parti, hein. commencent, bah, ils sortent tous, les 6 et ils commencent à set up leur truc. Ok, donc là, tu as une bande de jeunes qui sont en train d'installer une machine. Tu sais pas à quoi elle va servir, malheureusement. Je te laisse réfléchir à ton plan. On va aborder la dernière étape. Tu es aux derniers instants pour essayer de sauver le monde. Enfin, sauver le monde, sauver ton village en tout cas. Alors, je vais te laisser réfléchir. On va aborder la dernière étape de l'interview. Comment construire des événements. Là, il parle de construire une machine. Nous, on va parler de comment construire des événements. Alors, la première question, on y a déjà beaucoup répondu. C'était de savoir comment est-ce que tu es venu là où tu en es. Je pense qu'on voit à peu près quel parcours tu as suivi.
L'autre question, c'est plutôt combien de temps tu peux prendre pour construire un projet. Bah, on va prendre pour projet témoin Sleepy Hollow, par exemple, le dernier en date. C'est combien de temps de préparation pour un tel projet? Sleepy Hollow, la première de Sleepy Hollow, c'était le 7 octobre. Et j'ai reçu un message sur LinkedIn le 28 août de Andrea, la chef de projet, qui m'envoie un message en mode bonjour, nous devons créer une expérience immersive Sleepy Hollow pour début octobre. Est-ce que vous êtes disponible? Je dis oui, alors dites-moi en plus. On a fait un call et elle m'explique qu'en gros, il faut créer une forêt de 120 mètres carrés au milieu de Paris avec un bar fonctionnel qui distribue 3 cocktails pendant la soirée, 50 personnes, le tout dans la situation Covid évidemment, donc tout le monde assis à 1 mètre de distance. Donc là, je m'apprêtais à dire non, et après je me suis dit, Tu dis tout le temps oui. J'ai dit tout le temps oui. Et donc, du coup, j'ai dit oui. J'ai dit oui, et heureusement, j'ai dit oui, notamment en discutant avec Marine Buridan, qui est chef décoratrice, et qui est chef décoratrice chez Canal+ aussi, enfin décoratrice chez Canal+, accessoiriste. Et qui, elle aussi, quand je lui ai proposé le projet en disant, mais on va jamais réussir, comment on va faire pour monter une forêt en 1 mois, elle a dit, t'inquiète, je gère. Et tu as géré. Et grâce à elle, et on a réussi à créer une forêt en plein milieu de Paris. Donc ça nous a pris 1 mois, sachant que c'était pour le décor en tant que tel, c'était 1 semaine d'installation. Et avant, c'était 4 week-ends de préparation, où il y a eu à la fois donc Marine, mais aussi beaucoup de petites mains qui nous ont aidés à voilà, construire des choses, installer, déplacer des éléments de décor. Et pour l'expérience en tant que telle, donc le parcours, le scénario, je dirais que ça m'a pris une petite semaine, parce que finalement c'était un processus assez simple, c'était une expérience qui se voulait très accessible et assez peu sur la narration, c'était un bar immersif plus qu'une vraie expérience immersive. Et c'est par la suite les comédiens qui ont vraiment affiné et travaillé l'expérience pour en faire ce qu'elle en est aujourd'hui. Et c'est souvent ce que je dis dans mes expériences, c'est que au début, le premier jour, quand je briefe mes comédiens et que je leur donne la fiche de personnage, je leur dis c'est moi qui connais le mieux l'expérience. Donc je vais vous expliquer un peu comment je l'ai imaginé, comment ça va se passer. Mais dès le premier jour de playtest, je leur dis voilà, maintenant c'est vous qui connaissez mieux l'expérience que moi. Donc je vous laisse me faire vos retours et vos propositions d'amélioration. D'accord. Parce que c'est au cœur de l'expérience qu'on le dit, quoi. Après, d'une expérience à l'autre, ça varie énormément. Donc là, Sleepy Hollow, juste l'expérience, j'ai mis 1 semaine à l'imaginer tout seul. Le Bureau des légendes, par contre, on était 10 pendant 1 mois, quoi. Ouais, oui, bah, c'est pas la même envergure. Ouais. C'est ça. En termes scénaristiques, c'était pas la même envergure. Et du coup, bon là, 1 mois top chrono pour une forêt de 120 mètres carrés, une expérience qui va dedans et tout, ça aurait pu être un fiasco. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des échecs, dont des échecs pour lesquels tu en rigoles maintenant, mais probablement, ou en tout cas qui t'ont appris? Est-ce que ça t'est déjà arrivé bah là, on n'y arrive pas, on se plante, ou que ça c'est pas comme ce qu'on voudrait, quoi? Est-ce que ça c'est Alors, déjà... jusqu'à présent, je cherche du bois, je touche du bois, il est là. On a de la chance, on n'a jamais eu ce problème jusqu'à présent. Alors, comment l'expliquer, je sais pas trop. C'est vrai que j'aime bien prévoir un peu tout ce qui peut se passer avant et avoir en fait notamment c'était ma réflexion sur Sleepy Hollow au vu des délais, c'était d'avoir une base où je sais que ça va fonctionner. Avoir une base où je sais que de toute façon, en fait, et c'est un peu la chance qu'on a, il faut pas trop en abuser, mais c'est la chance qu'on a en travaillant sur les expériences immersives, c'est que c'est déjà tellement intrinsèquement super stylé, sans avoir de travail autour, rien que le fait en fait de se retrouver plongé dans une aventure dont on est le héros, et ça bon, ça parle évidemment à tous les rôlistes et à tous les GNistes, ouais. mais qui eux vont d'ailleurs chercher des expériences qui vont être plus quali, plus recherchées, et pour le commun des mortels, juste le fait qu'on t'accueille en te parlant comme un personnage, comme si toi tu étais un personnage, et qu'on t'invite à discuter et à t'inventer une histoire, bah ça pour la plupart des gens ils trouvent ça ouf si en plus c'est dans un décor. Donc rien que ça, le fait que tu as un comédien qui vienne discuter avec toi en one-to-one, c'est les gens ils kiffent. Donc à partir de là, on a une assez grande marge avant d'arriver dans le fiasco, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, bah tant mieux, c'est très cool. Ok. Comment est-ce que tu fais pour gérer sur ce genre d'événement l'improvisation de tes comédiens? Parce que du coup, ils disent des trucs, donc ils doivent suivre une ligne directrice, je suppose, mais ils peuvent dire un truc qui sort du cadre ou quelque chose qui peut mettre
l'histoire en danger d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est déjà arrivé et comment est-ce que tu peux te prévenir de ça? Ça peut toujours arriver. L'idée est à la fois de le minimiser. Pour moi, les deux outils que j'utilise pour justement minimiser ce cas et aussi pour aider les comédiens, c'est la fiche de personnage. Mhm. Donc, c'est une fiche voilà, qui décrit qui tu es, pourquoi tu es là, quelles sont tes motivations, un peu tes manières de répondre quand on te pose tel type de questions, ton avis sur tel sujet, comme on a en fait en GN. C'est vraiment une fiche de perso. J'ai presque repris le template des fiches que j'utilisais pour les Mhm. GN, que j'utilise pour les comédiens sur mes expériences. D'accord, ok. Et l'autre, c'est les objectifs. C'est-à-dire que voilà, tu as 15 minutes avec les joueurs. Dans ces 15 minutes, les joueurs, ils doivent, kiffer, et deux, avoir telle info. Et à Mhm. partir de là, tu as ta fiche perso, tu connais le scénario, bah, voilà, tu te laisses porter. Avec l'avantage qu'aussi en expérience immersive, les gens sont tout de suite transportés. Et même s'il y a un truc un peu anachronique Ouais, ou quelque chose ils vont être assez indulgents. Et ça, c'est quelque chose qui se rôde de toute façon oui, bien sûr, ouais. avec le. Mais par exemple, je sais qu'en théâtre immersif, il y a beaucoup de. Enfin, c'est ce qui est inhérent au théâtre immersif, mais il y a beaucoup d'écriture de script, d'écriture de texte, d'écriture de choses que donc les comédiens doivent apprendre. Moi, j'essaie vraiment d'aller à contre-pied de ça, de laisser la plus grande liberté possible aux comédiens, dont le speech va en fait s'affiner par lui-même avec quelque chose qui lui correspond plus, qui correspond plus à ses interactions avec les joueurs. Euh, et c'est super intéressant parce que, par exemple, du coup, sur les expériences Sleepy Hollow, qu'on vienne d'un jour ou l'autre, c'est pas les mêmes comédiens et donc Mhm. des personnages complètement différents en fonction de l'interprétation qu'a voulu en faire le comédien. C'est très stylé, ouais. Bah, c'est ouais, la vie des spectacles vivants, parce que ça reste un spectacle en plus, un spectacle. C'est très cool. Ça me parle bien. C'est ça. Faudrait vraiment que je teste ça, un de ces quatre, hein, clairement. Ah ouais, avec plaisir. Ok. Et est-ce que, parce que tu nous as parlé un peu du fait que tu avais fait des des escape games provisoires, du coup, dans une tente, ou... Est-ce que tu en as fait Est-ce que tu en as conçu des trucs un peu plus statiques d'escape game En fait, même la question, c'est, est-ce qu'un jour tu devrais construire vraiment un escape game implanté dans une ville, un truc un peu plus voilà, figé, toujours la même chose, peut-être que tu géreras pas toi, mais est-ce que ça t'est une idée qui te plairait? C'est alors de concevoir des escape games qui ont vocation à être ensuite fixes, Ouais, ça me plaît beaucoup et quelque part c'est un peu ce qu'on a fait avec le Bureau des légendes, même si c'était beaucoup plus qu'une escape game. ouais, Mais ça d'ailleurs, là j'ai eu une demande d'une boîte d'escape game qui cherche à développer un nouveau scénario et qui serait intéressée d'accord. voilà, pour en discuter et avoir des idées sur comment le rendre immersif notamment. Mhm. Donc en tout cas en développer pour d'autres, ça c'est même demain je suis chaud, je dis oui. Mhm. Mais après, en exploiter une, moi, dans le sens où, voilà, avoir le lieu fixe dans la ville, gérer la gestion au jour le jour. Si c'est pour quelque chose à la nouveau d'éphémère, qui dure par exemple un mois, 2 mois, ça pareil, je suis très chaud. Et d'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir sur comment utiliser nos expériences éphémères qui durent 20 minutes, 20 mètres carrés, etc., dans un format fixe Mhm. qu'on pourrait avoir sur réservation avec peut-être plusieurs scénarios. Enfin, voilà, c'est des idées qui me trottent dans la tête, mais pas sur quelque chose de très long terme. Parce que D'accord. je pense que ça, c'est aussi. Comme je me lance, j'ai envie de pouvoir être libre si j'ai envie de changer complètement d'activité du jour au Mhm. lendemain, partir en vacances demain si j'ai envie. Ouais. Et aussi essayer. Je pense que je suis aussi dans un stade où j'ai envie de créer plein d'expériences. Et quand tu te lances dans quelque chose qui est plus finalement du management et de la gestion de lieux qui prend énormément de temps, tu n'as Mhm. plus le temps de développer des expériences pour d'autres. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose qui pour l'instant m'intéresse. Mais qui à long terme, par contre, pourrait m'intéresser dans une idée que si je dois créer quelque chose en fixe, ce serait quelque chose qui sera différent de l'escape game. Ce Ouais. sera vraiment un centre immersif, un Mhm. parc, un bar, quelque chose qui soit vraiment à la croisée de plein de pratiques et qui soit quelque chose de vraiment ouf, pas seulement une salle d'escape game à exploiter comme on en fait aujourd'hui. Ok, ok. Je vois, ouais. Et du coup, vous avez même pas de locaux en fait. Enfin, peut-être vous réunissez comment? Vous réunissez toujours en distanciel ou chez l'un chez l'autre? Alors quand on boit des verres, c'est plutôt Sleepy Hollow après les sessions. Ouais. Quand on a une réunion de crise, on va en cellule de crise du Bureau des légendes.
Quand on travaille sur des dossiers, c'est dans le bureau du directeur du, du bureau des légendes. C'est le gros avantage d'avoir des décors en plein Paris. Ouais, d'accord, oui. Sinon, après, ouais, c'est chez l'un, chez l'autre, et dans les bars, quand on espère qu'ils rouvriront le plus rapidement possible, quoi. Espérons-le. Pour le coup, Oh là là, ouais. Pour terminer sur ce chapitre-là et avant de finaliser ton histoire, est-ce que tu as le souvenir d'un retour positif qui t'aurait ému de quelqu'un qui a vécu une de tes expériences et que vraiment, chaleureusement, il est venu vers toi et t'a dit, ou vers ton équipe et il a dit putain, ouais, j'ai kiffé quoi. Euh, Ouais, il y en a eu plusieurs. D'une manière générale, c'est tout le temps, surtout après les GN, quand on voit un peu tous les messages, quand tu t'es tué pendant un an à écrire un GN, et qu'après tu vois toute la farandole de Mhm. messages de remerciements. D'ailleurs, c'est souvent un peu cette même réaction à la fin d'un GN. La première réaction souvent de toute l'équipe, en tout cas sur nos GN, c'est plus jamais ça. Le GN, c'est pas fait pour nous. Plus jamais on organise un GN. Et Et vous le ensuite, il y refaites a tous toute les la ans. partie où on reçoit exactement toute la partie où on reçoit tous les messages en mode ah, Mhm. c'était trop bien, merci, on revient quand vous voulez. Et 2 jours après, on est en mode bon, on fait quoi pour le prochain? Non mais c'est cool. Ouais. Donc c'est un peu la routine de l'organisateur de GN. Mhm. Et des retours qui nous ont vraiment plu, il y avait Michael, un joueur qui est venu à plusieurs de nos GN, qui nous avait mis un message que j'ai mis sur site internet d'ailleurs, mais en disant à tous les joueurs et orgas qui cherchent des GN dont les organisateurs ont vraiment pour but principal le plaisir du joueur, avec qui je vais parler de Sculpteur de rêve. Merci. Eh bah, Je vais c'est beau. pleurer. Ouais. Ah, c'est très très Ah, cool. Et il a pas juste dit c'était bien. Il a vraiment, il y a mis l'effort. Ok. c'est ça. Eh bien écoute, en attendant, toi tu te retrouves dans une espèce de petite panade avec une équipe d'adolescents qui sont en train de monter une machine, qui savent pas trop ce qu'ils font. Tu sais même pas ce qu'elle fait cette machine non, finalement. Tu sais juste qu'elle va faire un gros éclair et qu'a priori elle va foutre une ville dans la merde. C'est quoi ton plan là à l'instant T? Parce que là Non. il commence à la monter autour de toi. Complètement. Alors je suis un peu partagé. Là, je cherche une stratégie. Je Ouais, pense que pendant que tu cherches, il y a un jeune qui vient avec toi, il vient avec une espèce de pièce courbée, avec des fils qui pendouillent. Du coup, on en fait quoi de ça selon le plan? C'était vraiment la pièce qu'on savait pas mettre sur le... Alors, ça, à ton avis, où est-ce que ça va? Bah, je sais pas, ça doit aller juste sous le générateur. Tout à fait. Et donc, ça va entre la pile à lithium de gauche et la pile à suspension de droite. C'est bien ça. Oh putain. Alors ça, tu vas bluffer bien comme il faut. On teste ça une chance sur deux. Oh putain, 18. Mais il me saoule à faire des réussites tous. Ok. Ah, en fait, tu sens que il comprend pas de quoi tu parles, mais pas genre, genre t'es incompétent, genre c'est lui qui est incompétent et du coup il balise un peu. Ah ouais, ouais, mais oui, la pile à suspension, ok. J'y vais. Et puis du coup il y va, mais genre pas sûr de lui. Pendant que voilà, du coup il te laisse le temps de réfléchir. Donc tu disais que c'était quoi ta stratégie pendant ce temps-là? En fait, c'était ça. C'était essayer d'imaginer des pièces qui pourraient manquer et qui, du coup, les démotiveraient à continuer de monter le vaisseau. Ouais, ok. Donc, je pense que je le laisse un peu macérer dans cette recherche de pile à suspension qui n'a jamais existé. Et ensuite, je vais le revoir. Et alors, tu t'en sors avec la pile à suspension? Ouais, ouais, ouais. Elle est juste là, là. Et il ravale sa salive et tu sais, il réfléchit. Il est là en mode. Il a toujours la pièce dans la main, tu sais, il sait pas trop où la mettre. Elle est sous le truc bleu là, tu sais, il se penche et il te montre un truc. C'est ça? C'est sous le machin bleu là, ça suspend à peu près. Rappelle-moi, t'as fait quoi comme étude, toi, exactement? Bah, non, mais je suis au lycée. Enfin, bah, après. Ah oui, ça doit être pour ça. Alors non, une pile en suspension, c'est un gros cylindre dont tu vois justement des ondes électromagnétiques qui passent de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça une pile à suspension. Et c'est la plupart du temps bleu et tu en as des vertes aussi. Vous l'avez bien prise avec vous quand même. Vous avez eu le mémo. euh, Il fait des références à Batman. Eh, Mais, ouais, Lohan, on l'a la pile à suspension.
Lohan répond, c'est quoi une pile à suspension? Mais tu sais, mais si, c'est le machin bleu, ça peut être vert parfois. Et il refait la même cylindrique, il fait la même description et tout. Bah non, on n'a pas ça. Enfin non, on n'a pas prévu ça, non? Vous savez quand même que c'est juste la pièce centrale de la machine. Enfin, c'est juste que sans ça, ça ne marchera jamais. Bah ouais, mais du coup, on fait quoi? Ah non mais les gars, en plus alors il y en avait une, en fait il y avait une annonce, vous étiez censé répondre à l'annonce et aller acheter la pile à suspension, vous l'avez pas fait. Bah non, non, bah du coup, non. Non, bah... Et il se Ok. regarde un peu Bon, bah, hébété, là. mais vous vous rendez compte un peu de l'argent qu'on a investi dans ce projet, de toutes les idées qu'on avait et de... Mais en fait là vous venez juste de faire tout foirer, vous vous rendez compte. Et il se regarde, genre, dépité. Bon, bah, bah du coup, on reprend demain. Enfin, je vais aller essayer d'en chercher une en ville et on reprend ça demain. Bah ouais, franchement si vous arrivez à en trouver une, ok on peut faire ça. Moi je vais garder, alors là j'essaie de repérer les pièces qui sont Centrale, qui ont ouais. l'air d'être les plus importantes, les plus centrales Allez, une chance dans sur le... 4, enfin une chance sur 5, non, 3 chances sur 4, pardon. Ça passe, c'était 5 ou plus. Ok, tu repères une pièce effectivement qui a l'air d'être une connectique assez principale du machin, dans tout le fatras. Qu'est-ce que tu en fais? Tu la prends? C'est ça. Donc là, je prends celle-là et j'essaye même un coup de bluff un peu plus Bon, alors dans ces cas-là, ce qu'on fait, moi je vais rester ici. Je vais aller juste rapidement chercher de quoi dormir ici cette nuit pour être sûr qu'on nous pique pas le matos. Mais comme ça, je surveille le matos. Et pendant ce temps-là, vous allez chercher la pile à suspension. Franchement, si on pouvait le lancer ce soir, ce serait mieux, quoi. Donc voilà, filez. Moi, je reste là et je vous attends pour la pile à suspension. Tu veux pas qu'il y ait l'un d'entre nous qui reste avec toi? Bah, en vrai, vu la rareté d'une pile à suspension, vous serez pas trop de 4 pour en trouver une. Ils sont 6. Et encore, eh ben, vous serez pas trop de 6 pour en trouver une. Ouais, mais Ils sont les deux, ils 22. sont planqués là-bas aussi. Vous serez pas trop de 22, ok? Non, cassez-vous. Ok, bah, ils te font confiance, a priori, bah, t'étais le gars du plan, hein, t'étais le gars qui... La tête pensante du groupe, finalement, même si t'avais jamais rencontré Mike. avant. Joli mindfuck en tout cas, ils remontent tous dans leur véhicule et ils se cassent, ils vont chercher une pile à suspension, ils savent pas trop où, ni quoi, ni comment. Et du coup, tu te retrouves avec tout leur fatras. Et tu sais pas quoi en foutre. Du coup, on va finaliser l'expérience. Qu'est-ce que tu penses que tu ferais de ce fatras? Tu le détruirais? Tu le... Je pense que je garderai les pièces principales, genre une ou deux, celles que je peux porter assez facilement, pour être sûr qu'elles ne puissent jamais être construites, en tout cas pas avant pas mal de temps. Et le reste, je le mets dans les temps. D'accord. Ok, ok. Bah très bien. Du coup, on arrive sur la fin de l'histoire. Maintenant, la question c'est, tu as quand même une machine qui te permet de te déplacer dans le temps, d'avant en arrière. Qu'est-ce que tu fais de cet outil en fait? Qu'est-ce que tu penses que tu ferais d'un tel outil par la suite? Je pense que je l'enterrerai au plus profond. C'était quoi déjà exactement dans le prestige Ah, c'est quand il parle de la machine. encore une référence qui va parler à Damien. Aide-nous, Damien. Je sais plus, ouais. Et, Je vois de quoi tu un, parles, mais seul, un seul conseil, brûlez-la. Je pense que je la brûlerai. tu l'as détruit. Tu l'as Ouais. détruit. Et du coup, tu fous ton propre imaginaire dans l'embarras. Parce que la simulation que je t'ai créée, figure-toi, c'est que la personne qui t'a donné la machine, le vieux qui est apparu au début et qui est décédé devant toi, bah c'était toi. Et tu n'avais pas détruit la machine dans la réalité. Damn. C'est quoi un paradoxe temporel selon toi? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que là, c'est dans ton imagination que ça se passe. Qu'est-ce que ça a créé pour toi? Qu'est-ce que ça créerait un paradoxe temporel? Qu'est-ce que ça pourrait créer un paradoxe temporel? J'hésite entre la création d'une nouvelle dimension Ah ouais. et le fait qu'on rentre dans une dystopie post-apocalyptique où le Troisième Reich a pris le pouvoir et, euh, et on se retrouve tous avec des puces cyberpunk à la place des temps. D'accord. Ok. Donc le gros bazar pour le coup. Un peu le bordel. Eh ben écoute, ouais, bah c'est ça. Tu as créé la dystopie, donc l'univers commence à se brouiller tout autour de toi, et soudainement tu te retrouves toi-même en uniforme de SS, parce que bah pourquoi pas. Tu t'es engagé à un instant T. Enfin voilà, ça se brouille, ça devient le fouillis, si bien qu'en fait bah, t'es projeté en dehors de l'expérience. Du coup tu te réveilles en sursaut, tu es la première personne de l'Imaginab à te réveiller
en sursaut. Il y a Monsieur Circus qui réagit tout de suite. Le sujet a fait preuve d'une imagination remarquable. Tu l'as entendu? Est-ce que tu entends le robot? Tout à fait. Ok. J'ai entendu aussi. Merci. Et effectivement, tu as réussi à casser mon expérience en créant le premier paradoxe imaginatif. C'est fort. Mais du coup, tu t'es réveillé. Tu es en bonne santé. Il n'y a pas eu d'électrocution ni rien. La pluie s'est arrêtée entre-temps. Monsieur Circus a rangé le parapluie. Tout va bien. Du coup, la question à ton réveil, c'est: as-tu apprécié l'expérience? C'était merveilleux. Bon, merci Monsieur Circus et merci à son maître. Merci Monsieur non. Circus, mais sans déconner. Non mais oh, c'est bon. Non, vraiment, ouais, très très. Ouais, j'adore, merci. J'aurais peut-être les mots de les coucher sur papier. Ça veut rien dire d'ailleurs. De coucher les mots sur papier. Pour te remercier. Non, très belle expérience. Merci beaucoup. Je te remercie à toi en tout cas d'avoir participé. Et la dernière question traditionnelle de tous les Imagilab, si tu as regardé les autres, peut-être que tu sais déjà quelle question je vais te poser. La toute dernière question que je pose. Moi, je les ai pas regardés jusqu'à la fin. Ah bah zut alors. La toute dernière question c'est: qu'est-ce que selon toi l'imagination? Comment tu définirais l'imagination? L'imagination, c'est Einstein, viens à moi. Égal MC2. L'intelligence qui s'amuse. L'intelligence s'amuse. Ah oui, oui. C'est beau, cool. C'est beau. Non mais ça me va parfaitement comme conclusion, comme petite phrase de fin, l'intelligence qui s'amuse. Là, on a Damien Varret qui dit: c'était passionnant, un super invité. Tu as les compliments. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont débarqué, qui ont découvert ma chaîne ce soir. Merci à vous d'être restés, et même pour ceux qui ne sont pas restés, merci d'être passés en tout cas. N'hésitez pas à lâcher le petit follow sur Twitch, le petit cœur, c'est ce qui m'aide largement le plus et c'est ce qui fait crier Mister Robot dans mes oreilles. Mister Robot. Monsieur Circus, on arrive à la fin, je fatigue. N'hésitez pas à lâcher le petit follow parce que ça, c'est ce qui m'aide largement le plus. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. À toi, Maël, Magas, c'était un vrai plaisir. Une excellente soirée à toi. Une bonne nuit. Merci beaucoup. Toi aussi, merci à toutes les personnes sur le chat et à ceux qui ont regardé. Et à bientôt. À très bientôt. Ah oui, la semaine prochaine, il faut quand même que j'annonce mon invité. Ce sera monsieur Mathieu Girard, qui est le tenancier de La Poudrière, un bar parisien que Maël connaît, pour y avoir certainement animé des événements ou autres. Du coup, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, même heure, même endroit. Et pour ce soir, bonne nuit et à bientôt dans l'Imagilab. Ciao tout le monde.